Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff, de retour dans cette nouvelle semaine pour terminer les débriefings de la saison division par division, mais avant ça, pour parler aussi de la free agency et notamment des Bengals de Cincinnati, on va revenir sur les signatures de Ja'Marr Chase et T. Higgins en début d'émission avant de faire le débriefing de la FC Est et de la NFC Est. Évidemment, honneur aux champions, on termine par les meilleurs de cette saison et je ne parle bien évidemment pas de nos amis new-yorkais, que ce soit ni en FC Est ni en NFC Est d'ailleurs. Pour être avec moi pendant cette émission, mon Seb. Salut Seb, comment tu vas ? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Et oui Flav, je suis là en soutien moral car comme tu l'as dit, il va falloir parler de la NFC Est. Oui. Et lorsque tu vas présenter à nos auditeurs nos deux acolytes de la soirée, je pense que tout le monde... Nos deux alcooliques plutôt de la soirée. Oui, surtout. Enfin bref, ne nous étendons pas là-dessus, nous sommes écoutés. Nos auditeurs vont comprendre à quel point ça pourrait être une épreuve pour nous. Et j'espère qu'ils auront une pensée pour nous deux, mon Flav, parce que Oui. on va pas se le cacher, ça va pas être Ça va être facile. pénible, ça va être pénible. Ah, ça va être pénible sans doute pour vous à l'écoute, mais compliqué. dites-vous bien, vous qui écoutez ce podcast, qu'on a décidé de commencer par la free agency pour pas vous mettre tout de suite en difficulté et que comme ça, si vous voulez couper au bout de quand arrive le tunnel Giants, vous pourrez le faire. Vous mettrez avance rapide sur le podcast, ça se passera très bien. Ouais, parce que bon, ça va être un moment pénible. Autant vous le dire tout de suite. Bon Yaya, salut Yaya, comment tu vas ? Bonjour à toutes et toutes, bonsoir, comme vous voulez. Alors, je voulais juste dire une chose, la NFC Est, la pire, mais la seule où tous les membres de la division ont gagné au moins 2 Super Bowls. Bon, bah, je glisse ça juste comme ça. Et oui, Jamy, merci pour cette intervention toujours pleine d'à-propos. Comme on n'aime pas beaucoup les Giants, comme chacun le sait chez The Playoff, on a invité non pas un fan des Giants, mais 2 fans des Giants. Salut mon Bertrand, comment tu vas ? Bonsoir, bonjour à tous, bonjour aux éditeurs qui nous écoutent peut-être dans les transports en commun ou chez eux le soir. Écoute, ça va bien. J'espère pas parce qu'ils vont sauter sur les rails, si nous écoutent dans les transports en commun. Là, surtout dans la dernière partie d'émission, ça va sûrement sauter sur les rails, effectivement, parce qu'on va parler de façon très objective des Giants et de leur exceptionnelle saison qui a été mirifique comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, on en profite pour saluer également le meilleur receveur de La Rochelle, notre boss Charles, qui est fan lui aussi des Giants, chacun son mauvais goût bien évidemment, et on en profite, tiens, tant qu'on parle des Giants, pour saluer aussi l'équipe de Giants FR sur X notamment, autour de Plax. Mon cher Bertrand, toi qui es en contact très souvent avec eux, et Thiago, voilà, on les salue également. Oui, Thiergo, pardon. Mon Yaya, un bonjour toi aussi à passer, et après on arrête l'école des fans. On m'a apostrophé sur le Discord communautaire, donc on vous invite à suivre. Donc un petit bonjour à Chiassou le Chief, le bandwagon qui suit la franchise et qui de Kansas City. Et voilà. Qui est fan de l'OM au passage aussi en soccer. Quoi, il n'a pas que des mauvais goûts, quoi. Nous avons eu quelques belles discussions pendant les fameux OM Auxerre de cette saison. C'était absolument délicieux, bien évidemment. Enfin, surtout pour moi, plus que pour lui. Bref, nous ne sommes pas là pour parler ballon rond, mais pour parler ballon en cuir ovale, si j'ose dire. En peau de porc. En peau de porc, voilà. Oui. L'Ovalie. Voilà, c'est bon. Ça va être long, je vous préviens, ça va être pénible. Là. Si vous voulez un podcast à peu près bien agencé, il y a le podcast de D1 qui a été fait hier, qui est très bien. Vous allez voir, c'est super bien fait. Voilà, parce que là, entre les deux, ça va être insupportable. Hein. Bon, on commence par parler des Bengals de Cincinnati, donc, avec la signature de Ja'Marr Chase et la signature de T. Higgins. Les deux qui ont donc prolongé sur des montants plutôt, comment dirons-nous, sympathique, on va dire ça. Oui, confortable, on va dire ça comme ça. 4 ans et 115 millions, ça, c'est pour T. Higgins. 4 ans, j'ai même perdu, c'est combien ? 4 ans et 161 millions. 161 pour j'allais dire 160, j'ai lui enlevé un petit million, mais au prix où il en est, ça lui aurait pas changé grand-chose. 161 millions pour Ja'Marr Chase. Question très simple, Seb. Est-ce une bonne décision ? Alors, ça fait beaucoup d'argent. On va commencer par cette constatation. Il dit Chase, 161 millions, dont 116 garanties quand même. C'est pas rien. Alors, une fois passé, on va dire, l'émotion et le choc des chiffres, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Moi, j'y vois plusieurs choses. D'abord, c'est une
un prolongement de l'investissement fait sur Joe Burrow il y a déjà une saison. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont fait en sorte que leur quarterback soit heureux en lui gardant ses cibles préférées. Mais ces investissements, parce qu'on va parler de 3 joueurs sur lesquels ils ont investi très lourdement, les Bengals, est-ce que ça s'est pas fait au détriment de la défense? Il faut rappeler que les Bengals, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont perdu Jesse Bates III, qui fait le bonheur d'Atlanta maintenant. Ils ont perdu le defensive tackle DJ Reader, qui est maintenant à Détroit, et ils vont peut-être perdre Trey Hendrickson, qui, après avoir demandé un trade déjà la saison dernière, cette fois s'est vu obtenir la permission de rechercher un trade. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il va partir, mais vu sa performance la saison passée, il vaut largement le cap des 40 millions de dollars par saison fixé par Myles Garrett plus tôt lors de cette free agency. Et dans la ligue, on s'étonne que Cincinnati dépense l'équivalent de 100 millions par an sur 3 joueurs offensifs avec une défense qui était en très grande difficulté. Et on se demande aussi si, pour Ja'Marr Chase, ils lui ont pas proposé son extension trop tard, parce qu'en 2024, il a quand même fait la triple crown. Il est leader en nombre de réceptions, de yards reçus et de touchdowns marqués à la réception de la ligue. S'il avait étendu ne serait-ce qu'un an plus tôt, il aurait peut-être coûté moins cher. D'ailleurs, il y avait eu des négociations, l'intersaison 2024, on s'en rappelle, qui avaient été mises en pause par Ja'Marr Chase le temps de la saison pour les reprendre cette année. C'est sûr que c'est tout bénef pour lui parce qu'il se serait blessé, par exemple, en 2024. Peut-être que le contrat aurait été un petit peu moins important, bien qu'important cette saison. Là, avec effectivement la triple couronne qu'il va chercher, forcément, ça ne fait que gonfler le prix. Il faut rappeler quand même une petite chose parce que il y a eu beaucoup de choses dites, donc on va le rappeler. Ça n'influe pas énormément pour l'instant sur leur cap space de cette saison aux Bengals. Pourquoi? Parce que Ja'Marr Chase a signé une prolongation de contrat de 4 ans, ce qui veut dire que cette saison, il va jouer sa dernière saison de contrat rookie, son année de 5e option de contrat rookie. Et T. Higgins était de toute façon tagué, donc on aurait dû lui verser 26 millions et quelques du côté des Bengals. Donc sur le cap space de cette année, il leur reste, je crois, la dernière fois que j'ai regardé, 29 millions et des bananes pour cette saison 2025 à venir. C'est plutôt pour les saisons plus lointaines, les 2026, 2027, où ça pourrait effectivement peser lourd cet argent donné aux Bengals. Toi, t'en penses comment, Yaya? Ben, comme tu l'as dit, c'est all-in, pour reprendre une expression dont on va reparler un petit peu plus tard, je pense, pour la saison qui arrive. Donc, on a tout donné aux joueurs stars. Comme l'a dit Seb, on a câliné Joe Burrow. Maintenant, c'est un petit peu une roulette russe parce que derrière, effectivement, comme tu l'as dit, le cap va être bloqué. Et on sait que du côté de Cincinnati, on n'a pas l'habitude de dépasser le cap. On n'aime pas ça. On est très près de ses sous. Et donc, je pense que même s'ils font pas cette année, s'ils vont pas jusqu'au titre, c'est-à-dire le Graal, ce sera un pari manqué. Donc c'est un do or die, j'ai envie de dire. Bertrand, je sais que toi tu es un fervent défenseur de construire par les lignes d'abord, tu es un fan des tranchées, c'est pour ça que tu habites près de la zone de combat de 14-18, c'est la zone de tranchées, d'abord les lignes, donc ça doit te sembler être une construction complètement stupide. Tout à fait. Bah voilà, tu as très bien résumé. Je le connais, mon Bertrand, je le connais par cœur. C'est mon côté rationnel des choses. Le souci que je vois là-dedans et que c'est pour moi la plus grosse bêtise, c'est la prolongation de T. Higgins. Je pense qu'il y a un schéma de construction de franchise, de réussite de construction de franchise où tu as un receveur 1 superstar. Là, ils ont fait 2 receveurs 1 superstar. 25 millions sur un receveur 2, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Et en soi, au final, le problème, c'est qu'à plus ou moins long terme, inévitablement, ça va coincer quelque part par rapport au résultat, par rapport au résultat immédiat, parce que eux, ils vont vouloir absolument de leur côté, par rapport à ce qui a été décidé, là,
d'avoir ces 3 joueurs-là avec Joe Burrow, un résultat sûrement tout de suite, inévitable et tout de suite, et ils ne l'auront pas parce qu'ils n'ont pas la défense qui leur permettra de pouvoir avoir ces résultats au final. Donc, voilà, je pense que Joe Burrow, parce qu'on a vu des accolades entre eux, des scènes d'accolades là récemment où ils étaient très heureux de les voir les deux, il y a quand même un copinage entre guillemets entre eux qui fait que le sentiment de copinage prévaut par rapport au résultat final de la franchise, c'est une bêtise parce que s'il a mis la pression pour qu'absolument les 2 joueurs soient de retour, c'est sûr que Joe Burrow va sacrifier sa carrière aux dépens de joueurs avec qui il aime bien être parce que on sait bien qu'une franchise, ça se construit au fur et à mesure et en étant bien intelligent sur les apports et l'argent qu'il dépensait. Et la défense ne sera jamais optimum, surtout dans une AFC Nord où ils vont rencontrer les Ravens, les Steelers qui seront aussi cotons à jouer, toujours en attendant de voir le quarterback qu'ils vont avoir dans leur équipe. Et les Browns qui sont un peu à part, mais globalement, voilà, ça va être compliqué. Notre ami Tutur, fan des Bengals, s'il croit par rapport à ces signatures que ça va avoir une réussite toute immédiate, je pense qu'il se met pas le doigt dans l'œil, mais en tout cas... il m'a pas l'air très optimiste. Oui, non, mais je pense que on sous-estime une chose, c'est que s'ils n'avaient pas re-signé T. Higgins, ils partaient pour rien. Oui. Là, en le re-signant, tu fais un move, j'ai envie de dire, un peu à la NBA, c'est-à-dire que tu le re-signes, tu le gardes 1 an, et après tu le trades parce que t'es bloqué. Oui, mais en étant assez intelligent à la draft, si tu choisis bien le bon joueur, le bon receveur, et on en a vu qu'on peut très bien tomber sur de très bons joueurs, mais après il faut faire le bon choix. Attention, je dis pas que c'est une réussite totale à chaque fois. Il y a moyen d'avoir un très bon receveur 2 qui vient en complément de ton receveur 1. Là, ils ont fait un reach sur un receveur 2. C'est toujours pareil. Tu as une fenêtre de tir, tu l'exploites au maximum. Tu as ton joueur star, Joe Burrow. Tu penses que tu peux gagner cette année. J'ai une gestion Alors, attends, qu'on soit bien d'accord. Je dis pas que c'est mon avis. Je pense que c'est comme ça qu'a réfléchi la franchise. Je vais poser une question très simple. Est-ce que pour toi, T. Higgins peut être receveur numéro 1 dans une franchise NFL? Pas une franchise NFL qui joue le titre. Parce que pour le trader après, il va falloir qu'une équipe veuille racheter son contrat. Et ils vont pas remettre 25 patates sur quelqu'un qui va être receveur 2. Donc c'est pour en faire un receveur 1. Il y aura... Je vais dire, dans un club comme Carolina, par exemple, il y aurait une... c'est ce que je veux dire, il y aurait une... Ça serait plus difficile dans un club comme Philadelphie. Il y aurait une franchise assez folle pour aller le chercher et en faire un receveur 1. Ça, c'est sûr. Raiders. Il y a des managers assez ravagés. Je dirais pas assez folle. Je dirais pas assez folle. Une franchise qui a pas de receveur, qui a pas de playmaker, T. Higgins, il peut parfaitement s'y imposer comme receveur 1 et pas par défaut. Je suis persuadé que dans une franchise qui serait dans cette situation, il peut vraiment amener quelque chose, à condition bien sûr d'être bien entouré pour réellement élever le niveau. Mais en l'occurrence, à Cincinnati, c'est un receveur 2. C'est cher payé pour un receveur 2, mais dans d'autres franchises, T. Higgins, je rajouterais une chose, c'est qu'en plus, le receveur 1 qui est là à l'heure actuelle, qui a signé un gros contrat, et on sait que les receveurs 1, ils ont un ego quand même assez imposant, il va devoir partager... Non, mais je veux dire, quand tu as le statut de receveur 1 qui touche ses patates, à un moment donné, globalement, tu as des attentes qui sont un peu au-dessus de la moyenne. Et le Ja'Marr Chase, il va avoir l'attente d'avoir le ballon. Là, il va devoir le partager, que vous allez me dire, comme il a fait depuis quelques années, mais il va devoir le partager de nouveau. Et si à un moment donné, le grain de sable, parce que quand les résultats sont pas là, et les résultats seront pas là, alors attends, je vais faire un statement tout de suite. À un moment donné, le caractère du bonhomme va vite s'en faire ressortir et l'ambiance pourra être délétère dans la franchise. Je sens qu'on va avoir des vidéos sur Instagram qui vont reprendre ce moment-là. Non, mais il y a juste un truc, Bertrand, c'est que oui, je suis d'accord avec toi, il va vouloir les ballons, mais il est bien content d'avoir un receveur 2 qui attire l'attention de la défense. Aussi. Oui, mais c'est à double tranchant, ça va être des deux côtés, on va voir. Et je dis que c'est toujours le moment où comment ça va se passer, c'est-à-dire si ça se passe bien ou si ça se passe mal. Si ça se passe bien, il n'y en aura rien à faire, des ballons partagés. Si ça se passe mal, et ça risque de se passer mal avec la défense catastrophique qu'ils vont avoir, au final, à mon avis, ça va discuter.
Mais bien sûr, après, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux gagner, tu privilégies quoi? Ton compte en banque ou gagner? Dans ce cas-là, si tu veux gagner, tu prends pas le meilleur contrat ou alors tu restructures tous les ans comme on fait, comme on fait certains. Tout à fait. Et voilà. Mais c'est pour ça que je dis qu'ils sont dans une compétition d'ego, les receveurs numéro 1, où ils veulent avoir toujours plus que l'autre qui a eu. De toute façon, le Nabers chez nous fera la même chose. Faut pas se leurrer. Sauf qu'il n'y aura pas de receveur 2 qui fera monter. Et après, il sera payé comme le meilleur receveur de l'année où il se fera prolonger. Pardon, excusez-moi. Oh, je t'en prie, je suis là pour t'aider à trouver tes mots. Il n'a pas de no trade clause, T. Higgins, je crois, dans son contrat. J'en ai pas vu passer. J'en ai pas vu passer, il me semble pas. Ouais. Parce que bon, c'est là aussi, s'il a une no trade clause, il faut qu'il soit d'accord avec l'équipe qui veut le trader, quoi. Ce qui change un peu la donne quand même aussi. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est un move. On est d'accord que l'objectif, Seb, c'est le Super Bowl, rien de moins. Quand tu mets autant sur 2 joueurs, c'est logiquement, c'est pas juste pour avoir la meilleure attaque de la ligue, quoi. L'objectif, c'est le Super Bowl, mais est-ce que c'est la bonne méthode pour y arriver? Moi, j'en suis pas sûr, d'autant que si on se penche un peu sur mon sport préféré, c'est-à-dire les chiffres, vous aurez du mal à l'imaginer, messieurs, mais ce duo de receveurs, y compris celui qui a réussi la triple crown la saison passée, ils vont avoir une satanée pression sur eux. En 2024, Cincinnati est 8e seulement en points marqués par drive et 6e seulement en touchdown par drive. Et tout ça avec, pour faire rapidement, le meilleur QB et le meilleur receveur de la ligue statistiquement. Mieux que ça, en 4e quart-temps sur toute la saison, ils ont un différentiel de points de moins 28. Ils sont 15e en nombre de points marqués par drive dans les 15 dernières minutes. C'est-à-dire que ça performe, mais en fait, si on se penche sur les petites lignes, pas tant que ça. Et ça veut dire que ces types-là qui sont déjà au sommet, il va falloir qu'ils le up their game encore un petit peu, qu'ils passent au niveau supérieur. On se demande déjà si c'est possible. Et une fois de plus, il y a le problème de ce qui va les entourer. Et puis il va y avoir Qu'est-ce qui va se passer si tu as une attaque qui marque 35 points par match, mais que tu as une défense qui se fait décaniller chaque semaine en prenant 40, mathématiquement, on va arriver dans une attaque qui est aussi très unidimensionnelle. C'est-à-dire que si t'as pas de ligne et que t'as pas de coureur, c'est bien beau d'avoir deux super receveurs, mais si ça court jamais, à un moment, ils vont s'ajuster derrière. Hein. Tu n'attireras pas les défenses pour qu'ils se resserrent la boîte et le backfield va s'amuser, hein. Ça c'est clair. Hein. Le backfield va s'amuser, et si t'as pas de ligne offensive, les DN vont s'amuser aussi, tu vois. Donc, et puis surtout, à la draft, tu vas être obligé de drafter de la défense. Donc du coup, pas de ligne, donc pas de running back. Donc en fait, tout va dépendre aussi de s'ils arrivent à signer ou pas Trey Hendrickson. Oui. Parce que c'est possible, hein. Ils sont encore en négociation. Hein. Et il y a aussi une chose, messieurs, dont on n'a pas parlé, c'est Joe Burrow, sa santé. Il a toujours des pépins sur toutes ses saisons. C'est une grande pomme. Normal, puisqu'il n'a pas de ligne, donc inévitablement. C'est l'homme pomme. C'est l'homme pomme, il a des pépins, c'est comme ça. Voilà, tout à fait. Mais il y a même des saisons où il se blesse tout seul au camp d'entraînement. Hein, donc, oui, ça arrive. Là, pour l'instant, si je me fie à notre ami de Tankaton, en projeté pour la draft, c'est Michael Williams, le défenseur de Georgia, le edge de Georgia, qui est projeté chez les Bengals. Voilà. En fait, là, ce qu'ont fait les Bengals, pour moi, c'est un all-in non maîtrisé, un peu à la Jerry Jones, c'est-à-dire je balance tout pensant que je vais pouvoir gagner cette année. Voilà. Sauf que Jerry Jones, quand il fait un all-in, il recrute personne. Donc bon, mais bon, en fait, l'idée est là, quoi, si tu veux. Donc les all-in de Jerry Jones, c'est quand même. On va en parler. On va en parler tout à l'heure. Garde le cartouche. Dans les munitions, ça va faire mal. T'inquiète pas, je suis un homme plein de cartouches. En tout cas, les Bengals vont donc tenter cette situation-là. Après, encore une fois, s'il y a Trey Hendrickson qui prolonge, ça peut aussi changer la donne, même si Trey Hendrickson à lui tout seul, on l'a vu l'an dernier, hein, il va pas faire une défense à lui tout seul non plus. Hein. Donc bon, ça reste quand même
assez particulier. Ce sera une intersaison intéressante et une saison prochaine à suivre. Est-ce que les Bengals vont lancer leur saison dès le début? Ça, Seb vous y répondra. Puisque Seb a prolongé. Ah oui, tiens, ça on l'a pas dit. Il a prolongé son contrat aussi, Seb, pour les prochains mois avec The Playoff. On est très heureux sur une base là aussi de 161 millions de dollars, mais qui ne lui sont pas du tout garantis, lui pour le coup. Donc, Voilà, je vois, je suis zéro garantie. De toute façon, j'ai demandé un trade, mais personne n'a voulu de moi, donc du Donc, coup, je reste. à défaut de mieux, hein, à défaut de mieux, voilà, c'est comme ça. Bon, on passe. J'ai une oui. idée de trade pour toi, mais je t'en parlerai en off. Oui, voilà. Oh là, j'ai Ouais, peur déjà. moi aussi, je sais pas pourquoi je sens déjà de ce qu'il va dire, donc je préfère qu'on n'en parle pas à l'antenne. Alors, on va commencer par l'AFC Est de la review, la fin de nos reviews de division, division par division. L'AFC Est donc, on commence par la franchise de notre ami Wake, qui sera d'ailleurs avec nous en podcast la semaine prochaine. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui devaient donc, selon notre pronostiqueur et néanmoins insider des Mousquetaires, nous remporter cette division AFC Est. Les Patriots qui finissent donc à 4 victoires et 13 défaites. Mon cher Bertrand, toi, je sais que tu as un truc à dire sur les Patriots, alors je vais te laisser la parole en premier. Non, rien de méchant en soi. Non, les Patriots. Parce que tu disais en antenne. Non, mais en antenne, non, mais. Je disais, je peux pas les voir, ces espaces. Enfin, je vais pas dire les mots qui ont été dits, mais c'est. Ces espagouins, oui, non, ces espadrilles de balles. Oui, non, mais bien sûr, il faut pas les dire, surtout pas, parce que sinon ça va mal passer. Au final, non, les New England Patriots, ce qui est bien, c'est qu'ils auront donc tenté, on va dire, une nouvelle, comment on appelle ça, un retour à l'ancien, un peu à Jérôme Maillot, style Bill Belichick du retour. Donc, ils ont fait du neuf avec de l'ancien, donc ça, pour le coup, c'était plutôt pas mal. Ils ont essayé de bien intégrer Drake May à leur projet, et puis au final, eux fonctionnaient entre guillemets sur une défense qui n'avait pas de superstar, mais qui pour le coup était bien équilibrée et faisait le taf tout au long de la saison. Donc ça pour le coup, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'ils sont repartis encore une fois, d'ailleurs, sur le recrutement d'un neuf pour faire de l'ancien avec Mike Vrabel, pour le coup. Et donc, moi, ce qui me choque chez cette franchise, c'est qu'elle n'arrive pas à évoluer en se disant qu'elle sorte du sérail des Patriots et de ce qu'ils ont toujours connu, et qu'on repart sur les mêmes schémas. Alors, pour le coup, moi, sur leur saison 2024, la seule chose que je peux dire, c'est que Jérôme Maillot, il a très bien travaillé sur un point, c'est le jeu à la course, ça c'est sûr. Mais après, il a fait avec ce qu'il avait aussi, on soit bien d'accord. Donc le jeu à la course, les lignes, une bonne défense, mais voilà, à un moment donné, par rapport à la division, ça a été trop juste, trop peu, ça c'est sûr et certain, et c'était évident, puisque c'était une franchise qui essaie toujours vainement de se chercher, et pour le coup, pour l'année prochaine, ils vont essayer de retrouver un allant, autre chose, mais je vous dis, comme toujours, avec de l'ancien, on fait revenir les anciennes gloires, et il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'originalité qui, à mon avis, va changer par rapport à avant. Mon Yaya, cette saison des Patriots, tu l'as vécu comment, toi? Alors, je vais pas vous mentir, c'est une franchise que j'ai regardée de loin, mais je suis assez fan du processus. Tu vois, contrairement à Bertrand, je trouve ça plutôt bien, qui rappelle Mike Vrabel qui a montré de très belles choses du côté des Titans. C'était une année de transition entre Bill Belichick, le coach, emblématique de la grande dynastie qu'ils ont eue. Non, je t'arrête. Il n'y a pas eu de dynastie. Il y a eu 30 ans. Pour moi, il n'y a pas eu de dynastie. Il y a eu 30 ans de victoire, mais victoire trichée. Voilà, faut arrêter de me parler de dynastie. Non. Alors, écoute, je te laisse mettre de tes propos. Oh là là. Non, mais si je peux pas m'expliquer, à ce moment-là, tu vas avoir du mal à expliquer 30 ans de triche quand même. Si, les trois premiers Super Bowl, il y a eu le Spygate. Ça veut dire qu'ils ont espionné tous les jeux des défenses adverses pendant toute la période, donc ce qui fait que c'est facile de gagner. Après, quand ils n'ont plus
pu le faire, ils ont perdu les 2 Super Bowls qu'ils ont perdus face à une très brillante équipe des Giants, évidemment, puisque c'était les meilleurs à ce moment-là. Donc, bon, bien sûr, ça évidemment, tu peux plus tricher, tu peux plus gagner, ça c'était évident. Et après, les 3 autres Super Bowls, là, on est sur le deflate gate. Donc après, tu dégonfles des ballons pour que tes receveurs, pour le coup, n'ont jamais été dégonflés. Wake Donc- va te le prouver dans sa vidéo qui devrait sortir en 2032. Bon. Donc, Donc, en fait, à un moment donné, même ce qui est bien, c'est que en plus, les Patriots s'auto-flagellent parce qu'ils sortent un documentaire, ce qui s'appelle Dynasty, justement, qui est sur une des plateformes que vous pouvez, où on peut le retrouver. Et en plus, ils s'auto-flagellent parce qu'ils disent dans le reportage que ils peuvent pas prouver le contraire, mais c'est aux autres de prouver parce que nous, on sait qu'on l'a fait, mais on vous le dira pas qu'on l'a fait. Vous voyez, donc c'est un peu comme ça. Donc en fait, on vous dit qu'on est une équipe de tricheurs, mais on va pas vous le dire parce que sinon, ça serait quand même se tirer une balle dans le pied nous-mêmes. Donc au final, pour moi, c'est comme Lance Armstrong. je sais pas où il veut en venir. Hein. Bah si, c'est comme Lance Armstrong avec ses 7 Tours de France. Moi, je pense qu'on devrait leur tirer leurs 6 Super Bowl parce qu'ils ont été faits sous le joug de la triche. Je rappelle à nos amis du fan club français des New England Patriots qui nous écoutent d'ailleurs chaque semaine, donc on les salue, que l'adresse de Bertrand est évidemment disponible sur simple demande. Il suffit pour cela d'envoyer un message à contact@theplayoff.fr et nous vous ferons un plaisir de vous envoyer ses coordonnées postales histoire de lui envoyer quelques remerciements. Alors, pour cette je voudrais juste finir là-dessus. C'est en toute objectivité, un peu à la façon de Waik, par rapport à sa franchise. Et je ne me permettrai jamais d'avoir des propos complètement irrespectueux et non objectifs par rapport aux franchises. Ça, c'est sûr et certain. Pas... Et puis, aucune calomnie. Aucune calomnie. Puisque de toute façon, ce sont des faits avérés qu'on peut retrouver. Et en plus, les Patriots ne le démentent pas. Donc, pour le coup, j'ai déjà hâte que Waik écoute ce morceau. C'est quoi, Fab ? Je pense que le moment serait bien choisi pour rappeler que les avis des intervenants de ce podcast n'engagent qu'eux-mêmes. Tout à fait. Et non pas l'intégralité de la rédaction de The Playoff. C'est un débat d'opinion, monsieur. Bon, est-ce que je peux reprendre Chacun est libre de ses opinions chez The Playoff. Je ne suis pour rien. Il ne faut pas nous taper dessus ni à moi ni à Charles. On n'y est pour rien. Vas-y, non, moi, il n'a toujours pas parlé. On va passer 25 minutes par équipe. On n'est pas rendu. J'ai été coupé, donc non, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait. C'est pas ta première fois. Oui, tout à fait. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, mettre Drake May sur le terrain assez vite au bout de trois journées de mémoire. Il fait quand même 2276 yards en 13 matchs. Il a pris de l'expérience. On sait que ça va être le QB qui va arriver sur les prochaines années. On va l'installer. Il y a un jeu de course avec Ramondre Stevenson. Alors, ça mérite d'être un peu étoffé. On va retravailler les lignes. On va mettre des choses. Il y a eu des recrutements. On en parlera quand on fera les previews. Il y a eu du recrutement. Il y a un processus, il y a une dynamique qui se relance. Il y a eu un changement de coach au bout d'un an parce qu'il y a eu l'opportunité de prendre Mike Vrabel. Mais je trouve que les bases sont là pour reconstruire. Donc, il y a eu ils ont dégraissé énormément. Ils ont empilé des tours de draft et maintenant, ça signe des free agents et ça avance. Mon Seb, toi aussi confiant dans le processus ? À mon avis, le processus va dans le bon sens. La saison dernière, je la vois un peu comme une saison blanche parce que Jerod Mayo et son staff, ils étaient tout de même relativement inexpérimentés. Le fait de revenir vers quelqu'un comme Vrabel qui a déjà un vrai vécu en tant que head coach et qui en plus est de la maison, c'est rassurant pour ce club. Drake May, effectivement, tout n'est pas parfait, mais c'est prometteur. On verra comment ils peuvent construire autour de lui. Ramondre Stevenson, c'était déjà leur arme offensive principale, ou du moins le plus talentueux dans leur attaque la saison précédente. Il est resté lors de la saison écoulée. Et puis, en défense, la force, c'est la défense antiaérienne qui s'est classée 10e. Et le cœur de cette défense antiaérienne, c'est Christian Gonzalez. 59 plaquages, 2 interceptions, 16 passes défendues. Il a été nommé dans la 2e équipe All-Pro. Et c'est autour de lui, très certainement, que va s'articuler le backfield dans les années à venir. Alors, ça avait
pourtant plutôt pas mal commencé pour eux cette saison, les Patriots, puisqu'ils battent Cincinnati lors de la semaine 1. Et puis, malheureusement, après, ça va très légèrement se gâter avec de mémoire 6 défaites. Oui, c'est ça, 6 défaites consécutives, je crois, pour nos amis. C'est bien ça, 6 défaites consécutives. Qui les mettent dedans définitivement. Après la première journée, ils n'ont plus jamais eu une fiche positive, malheureusement pour eux. Donc, il y a des raisons d'espérer avec l'émergence des jeunes talents, mais il y a ces problèmes de ligne offensive et leur jeune quarterback, il va falloir le protéger. Et puis, bien sûr, il y a eu ces problèmes de régularité de cette attaque qui n'est pas parvenue à trouver réellement une carburation, à part au sol, puisqu'ils se classent en milieu de tableau. Je crois qu'ils sont 13e au sol sur la saison passée. Oui, c'est bien ça, 13e au sol. C'est tout de même une base intéressante pour redémarrer quelque chose. Complètement. Bertrand ? Oui, non, c'est juste pour dire qu'effectivement, là, plus sérieusement, on a une équipe qui est jeune, qui, je pense, essaye de construire au fur et à mesure. M'étonnerait pas qu'à la draft, ils essayent de faire une ou deux touches intéressantes. On va juste rappeler qu'ils ont fait arriver le centre Garrett Bradbury, un peu d'expérience justement sur cette ligne offensive. C'est quand même pas plus mal de Minnesota, mais ça va être léger. Ça va être léger, malheureusement, pour pouvoir prétendre à quelque chose. Et ça l'était déjà tout de même... Ouais. Enfin, léger sur la ligne globale, si tu veux, en termes de protection. Et ça l'était donc toute l'année dernière. Donc, n'en plaise à Waik, malheureusement, cette franchise est quand même en construction progressive. Mais moi, ce qui m'interpelle, mais vraiment sérieusement, c'est que Jérôme Mayo n'a pas fait une si mauvaise saison que ça. Et il est débarqué au bout d'une saison. Donc oui, après, mais ils ont l'occasion d'avoir Mike Vrabel. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, après, oui, c'est bien, mais si alors ils étaient certains de pouvoir construire quelque chose avec lui, bon, c'est pas une chance. Tu aurais l'occasion de retrouver Daniel Jones. Bon, bah, je l'accueille les bras ouverts, t'es sûr. T'avais l'occasion, bon, vous l'avez laissé passer une deuxième fois. Ouais, bref, on va revenir là-dessus. Tiens, parlons de New York, les bons choix. Des Jets. De la meilleure des deux franchises de New York, les Jets donc qui ont connu une saison, comment dirons-nous, difficile, avec Aaron Rodgers qui cette fois était pourtant sur le terrain, contrairement à 2024, 2023 pardon, 5 victoires et 12 défaites pour les Jets. Mon Seb, comment je vais dire, une saison de plus décevante au pays des Jets? Une saison plus décevante, je vois pas comment on peut définir ça autrement. Rodgers, sur le plan statistique, il s'en sort, 3897 yards, 28 touchdowns, mais il a été très 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 irrégulier. Alors malgré tout, dans cette attaque qui s'est classée 24e en scoring, ils ont toujours, heureusement, Garrett Wilson en tant que receveur qui est leur homme fort, 101 réceptions, 1104 yards, 7 touchdowns, et ils ont enregistré l'arrivée de Davante Adams, donc à la demande très certainement. Voilà, qui est déjà reparti, certainement à la demande d'Aaron Rodgers, qui a retrouvé son comparse donc de ses belles années Green Bay, 854 yards et 7 touchdowns tout de même pour lui. Il a été très très cherché par Rodgers parce que il a été visé 114 fois en 11 matchs. C'est plus de 10 fois par match. Plus de 10 fois par match, c'est considérable. Et oui, j'ai mis les formats. Et toujours pour cette attaque, Breece Hall, le jeune running back, qui a toujours répondu présent, 876 yards, 5 touchdowns au sol, et il a rajouté 483 yards et 3 touchdowns par les airs. En défense, le linebacker Jamien Sherwood qui s'est imposé comme un leader, 98 plaquages en solo, c'est l'un des leaders de la ligue, 158 plaquages au total. Mais voilà, ce qui n'a pas fonctionné, ça a été des blessures, une fois de plus. Sauce Gardner, notamment le cornerback, qui a connu des gros problèmes de d'ischio, une ligne offensive qui a eu beaucoup de mal à protéger correctement Aaron Rodgers, et dans l'ensemble, la saison a été compliquée. Il y a eu quelques bonnes performances individuelles, comme je l'ai dit, mais collectivement, la sauce n'a pas pris. Et puis, il y a eu ce changement de coach très tôt dans la saison. Robert Saleh qui est viré après la 5e journée, alors que les Jets sont 2-3 à ce moment-là.
Ils ont poussé le bouton panique un petit peu tôt à mon goût. Il est remplacé par Jeff Ulbrich et Ulbrich ne fera guère mieux puisqu'il finit avec un bilan de 3 victoires et 9 défaites. Alors l'arrivée d'Aaron Glenn, qui est l'ex-defensive coordinateur de Détroit et surtout un ancien joueur des Jets, va-t-elle amener le 109 dont ce club a désespérément besoin depuis des années? Pour moi, la question reste entière. J'ai envie de me dire qu'il y a de bonnes individualités, des joueurs jeunes surtout, autour desquels construire, mais rien ne semble réellement se produire ou bouger du côté des Jets. C'est un moment où je vais déclencher l'alerte. L'alerte pour les gens qui prennent la note et les notes concernant les franchises qui ne servent à rien de Yaya, pardon, je confonds les deux, ça commence à, voilà. Alors, ceux qui tiennent les comptes, c'est le moment de prendre votre stylo, votre crayon, parce qu'à mon avis, il va y avoir un petit, de toute façon, cette franchise ne sert à rien dans quelques secondes qui va arriver. Mon Yaya, un avis sur les Jets? Alors, non, ils servent à quelque chose. C'est l'équipe popcorn. C'est-à-dire que même quand il se passe rien, qu'ils perdent, il y a toujours un drama autour de cette équipe. Donc, non, ça ne fait pas partie des équipes qui ne servent à rien. Désolé de te le dire. D'ailleurs, il n'y en aura pas beaucoup. C'est ceux qui te laissent indifférente, non? C'est pas ça? Non, parce qu'il y a toujours un truc. En fait, c'est eux dont t'aimes bien te moquer, quoi. C'est ça. Oui, c'est les petits frères qui font que des conneries, tu vois. Et que, comme ça, ils font tellement de grosses conneries que toi, tu peux passer à l'as tranquillement. Oh, t'inquiète pas, on viendra aux Giants après. Oh là là. Oui, mais de toute façon, oui, non, mais t'inquiète pas, j'ai des arguments. Après, les Jets, c'est une énigme. Ça fait partie des équipes dont on a besoin qu'elles carburent. Et le problème, c'est que ça fait depuis les années 2010. Il ne se passe rien. Ils mériteraient ce qu'il se passe quelque chose. L'arrivée d'Aaron Rodgers devait tout changer. Et ils ont pas de bol, quoi. Mais ils ont vraiment pas de bol parce qu'ils se pètent dès le premier match. Là, cette année, il est là. Ça fait le drama. Et il y a plus... En fait, on parle plus de choses extra-sportives que sur le terrain. Alors qu'il y a des joueurs, Seb l'a rappelé, tu vois, Garrett Wilson, c'est un joueur magnifique. Ah bah, il y a du talent, il y a du jeune talent chez les Jets. Ah oui, il y en a partout, quoi, tu vois. Et on parlait de Sauce Gardner qui est blessé. Il va falloir regarder comment il revient. Après, on pensait qu'ils étaient à un quarterback d'être une bonne franchise et de faire quelque chose. Ben, le problème, c'est qu'ils n'ont pas misé sur le bon cheval, malheureusement. Ils ont changé de cheval pour l'an prochain. Oui. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Vu comment ça. Si, ils avaient le choix. Tu sais, il y a des franchises qui pourraient proposer des contrats à Aaron Rodgers. Oui. On est bien placé pour le savoir. Ouais. Oui. Je visais personne, vous avez vu, j'ai rien dit. Oui, non, mais on te voit arriver avec tes gros sabots. Hein. Mais après, bon, voilà, sur les Jets, malgré tout, j'ai l'impression qu'ils sont pas si loin que ça et de pouvoir faire quelque chose, au moins aller en playoff. Ils sont pas si loin. Alors, vous ne le voyez pas, mais nous, quand on enregistre le podcast, on a également la vidéo et je vais passer la parole à la personne qui comprend probablement le mieux, Aaron Rodgers, puisque lui aussi nous fait des retraites dans le noir pendant qu'il fait les podcasts. C'est mon Bertrand. Bertrand, qu'est-ce que ça t'inspire, cette saison des Jets 2024 ? Ah bah écoute, là, je suis en pleine retraite dans le noir comme Aaron Rodgers. J'ai fait un T'écoutes les vagues, toi aussi ? Ouais, tu vois, j'ai fait comme mon modèle. Non, mais en fait, j'ai trouvé Seb et Yaya très gentils, en fait, pour le coup. Des deux franchises de New York, c'est la pire. Je vais pas te mentir. Parce que je trouve New York, est gentil. Les Giants sont déjà dans le fond du trou, mais je trouve que les Jets sont encore plus dans le fond du trou au niveau structure. C'est dysfonctionnel. Ils ont un propriétaire qui, entre guillemets, prend ses décisions et qui est influencé en fonction des résultats de son fils sur les jeux vidéo Madden. Voilà, et du ranking des joueurs. Donc, a priori, non, mais c'était avéré. Et donc, ça, déjà, donc, il n'y a pas plus dysfonctionnel que ça. Ensuite, c'était Aaron Rodgers, cette toxicité qui prenait les décisions. Il a fait virer l'entraîneur. Il a voulu absolument en mettre un autre.
Il a pourri complètement le vestiaire de A à Z. Il a défoncé une année de Garrett Wilson au final par rapport à ce qu'il aurait pu donner sur le début de sa carrière. Et puis de toute façon, c'est une franchise qui est dysfonctionnelle. Pour mon article de fantasy sur lequel je parle de Justin Fields, puisqu'il arrive chez les Jets, et j'espère justement qu'il apportera un renouveau à cette franchise. Je l'espère sincèrement pour la franchise des Jets, puisqu'il n'y a aucune animosité vis-à-vis de cette contrairement aux Patriots où il y en avait, hein, mais là non. C'était une plaisanterie, c'était une boutade, j'ai envie de dire. Donc au final, je leur souhaite que le meilleur. Mais quand on voit qu'ils sont passés de Zach Wilson à Sam Darnold, c'est-à-dire qu'ils essayent, qu'ils n'arrivent pas à développer de quarterback suffisamment correctement. Le dernier bon quarterback qu'ils ont eu, c'est Geno Smith en 2013. Donc la coupe est pleine, n'en jetez plus. On a une franchise qui va dans le zig, qui va dans le zag. J'espère juste que Aaron Glenn, comme disait Sam, va enfin pouvoir amener un peu de stabilité. Ce qui m'embête un tant soit peu, c'est que c'est encore un coordinateur défensif qui devient head coach. Et bon, les coordinateurs défensifs, on sait qu'au niveau originalité de playbook, c'est pas non plus la panacée, hein, comme diraient certains. Et également le fait que Justin Fields arrive. Et qu'au final, lui, quarterback double menace, apporte autre chose et qui va pouvoir, justement, avec la relation qu'il a avec Garrett Wilson, où ils jouaient ensemble à l'université d'Ohio State, les Buckeyes, il va pouvoir développer autre chose. Voilà. Mais pour le moment, à l'état actuel des choses et après une saison 2024, c'est une catastrophe. Et de toute façon, je veux juste reprendre Yaya, même s'il ne s'était pas pété au bout de 4 jeux, le bon Aaron, globalement, ça aurait été la même cata sur les 2 années. Faut pas se mentir. Il est au bout du rouleau, il est au bout de lui-même, il s'use et il nous use. Qu'il arrête ou qu'il aille faire le clown dans une autre franchise, mais sûrement pas à New York. C'est Mathieu Van Boll, on salue, qui me disait la dernière fois, des fois ça manque d'avis tranché dans Tailgate. Ah bah là, au moins vous en avez. Là, c'est la soirée de l'objectivité et de la nuance là. La prochaine fois que je vais présenter les intervenants, on va nous dire qu'il y a Bertrand, les gens qui aiment la franchise dont on va parler vont aller se cacher. Hein, non, on va se faire dézinguer pendant 20 minutes, les gars, ça va être terrible. Bon, en tout cas, les Jets 2025, on verra si ça apporte un peu plus de succès. Mais ça peut. Mais c'est quoi, ça ne m'étonnerait même pas. Oui, mais rien ne t'étonne, toi. Oui, avec Justin Fields, c'est possible, non? Les Dolphins de Miami, 8 victoires, 9 défaites dans cette saison 2024. Ils sont passés proches des playoffs. Ils ont été en lutte pour les playoffs assez longtemps dans cette saison 2024. Mais on a quand même eu, Yaya, une franchise de Miami qui, globalement, a déçu. Est-ce qu'elle a vraiment déçu ou est-ce qu'elle est... je te pose. Ou est-ce qu'elle fait un peu comme d'habitude? De mémoire, c'est l'équipe qui a gagné le moins de matchs de play-off au XXIe siècle. Donc, je crois qu'ils n'en ont gagné qu'un seul. Et même les Jets en ont gagné 2 fois plus. Et pourtant, il y a une chose qui est certaine, c'est pas une victoire en play-off sur les 25 dernières années. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est même 0. Tu vois, je croyais qu'ils en avaient gagné une, j'étais sympa. Le problème des Dolphins... Du coup, les Jets peuvent pas en avoir 2 fois plus. Oui, 2 fois 0, ça fait 0. Non, oui, parce que je croyais qu'ils en avaient une quand même, les Dolphins, tu vois. Le problème, et je pensais pas dire ça un jour, c'est que sans notre ami Tua, derrière, ça perd. Et quand il est là, c'est un peu mieux. Donc, cette saison, de toute façon, elle est partie en sucette dès le premier match quand Tyreek Hill s'est fait arrêter par la police juste avant le premier match à domicile. Du coup, ça a créé un drama autour de l'équipe. Ensuite, il y a eu la commotion une fois de plus sur Tua Tagovailoa. Donc, du coup, ça fait beaucoup d'éléments contraires. C'est une équipe, j'ai pas envie de dire qui a le syndrome du terrain penché, mais pas loin. Et derrière... Syndrome du terrain penché. Oui, c'est-à-dire qu'elle c'est tout pour l'attaque. Ah, d'accord. Voilà. Et derrière... Toi aussi, tu as des expressions que personne ne comprend, n'hésite pas à les envoyer sur The Playoff.
Oui, écoute, j'ai déjà expliqué. Si t'écoutais les podcasts NBA, tu l'aurais déjà entendu. Mais à côté de ça, Ça a peur de m'intéresser à la balle à l'orange. voilà. Après, notre ami Tua, c'est 6867 yards, c'est 19 touchdowns en 11 matchs. Quand il est là, il a caché la misère. Sans lui, c'est extrêmement compliqué. Il y a eu beaucoup de blessures du côté des running backs. Devon Achane a été là, a fait ce qu'il fallait, mais Raheem Mostert a manqué beaucoup de matchs. Et sans ce duo de receveurs, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, ça a enchaîné. Derrière, les receveurs, Tyreek Hill a fait une moins bonne saison. 959 yards, il n'a même pas dépassé les 1000 yards cette année, alors qu'on se souvient, l'année précédente, il était en route vers les 2000. Donc, j'ai du mal à lire cette équipe. Elle est dans un... J'ai pas envie de dire dans un marasme, mais elle est toujours, tu vois, sur la ligne de flottaison, moyennasse. Elle oscille entre le médiocre et le moyen. J'arrive pas à voir de solution. Autant, tu vois, les Jets, je me dis, sur un malentendu de faux témoins, ils peuvent passer un step. Eux, c'est compliqué. Bon, c'est... Alors, vas-y, rentre-lui dedans. Beaucoup de choses à dire. Non, je rentre pas dedans. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut dire que cette équipe met tout sur l'attaque quand tu as une attaque qui finit 22e et une défense 10e. Elle est en trompe-l'œil, cette attaque. Ouais. Elle est en trompe-l'œil. Devon Achane, ok. Mais ils n'avaient pas tout aussi pendant un moment. Il fait 907 yards au sol, 592 par les airs, mais il fait seulement 103 yards de plus que la saison passée, avec 2 fois plus de portée à son actif. Moi, je trouve ça inquiétant. Jalen Waddle, qui continue sa chute, 58 réceptions et 2 touchdowns. Sa meilleure année, ça reste sa saison de rookie. Depuis, c'est la dégringolade. On a parlé de Raheem Mostert, qui a été touché par les blessures. Tua Tagovailoa, certes, sa saison est tronquée à 11 matchs, mais son bilan, il est seulement de 6 victoires et 5 défaites dans les matchs où il est là. Et ceux qui ont relativement tenu la baraque, à la surprise générale, c'est la défense. Et la défense, elle a tenu sur quoi? Elle a tenu sur des vétérans avec Calais Campbell et Jordan Poyer. Donc, la lecture que beaucoup de monde a de cette équipe, elle est fausse. Ses points forts, ils sont pas mis en avant, et ce qu'on prend pour ses points forts, en fait, c'est ses points de déception. Sur les postes de quarterback, en plus, ils ont souffert, en raison de la blessure de Tua, d'une grosse instabilité, parce que se sont succédés tout de même, derrière Tua Tagovailoa, Tyler Huntley, 2 victoires, 3 défaites, et Skylar Thompson, 0 victoire, 1 défaite. Évidemment, il faut parler du 4e quarterback, messieurs. Our boy, Tim Boyle. Alors, certes, il n'a complété que 15 passes sur 26, mais quelle passe. Il n'a lancé que 153 yards, mais quel yard. Il n'a pas lancé d'interception. Et surtout, il a eu l'élégance de ne pas lancer le moindre touchdown pour ne pas faire d'ombre au titulaire du club. Et moi, j'appelle quand même ça la classe, grand monsieur. Chapeau bas l'artiste. Chapeau bas l'artiste. Donc, pour redevenir sérieux, il y a aussi une question qu'il faut se poser. Mike McDaniel, est-ce que ce serait pas lui la déception dans ce club? Il a un contrat qui est tendu jusqu'en 2028. Pour le moment, l'étape, le niveau qu'il était censé faire passer au club, il n'est pas parvenu à le faire passer. Et je pense que son destin, il est lié à celui de Tua Tagovailoa. Alors, juste avant que Bertrand réagisse, tu as oublié de préciser que Tim Boyle, pour une fois, n'avait pas fait de passe non plus aux défenseurs de Miami, ce qui est déjà une bonne chose. Voilà. Il n'a pas lancé. On sait qu'il est friand des longues passes en direction du backfield de Miami. Là, pour une fois. Oui, pour le coup, voilà. Mais voilà, quelle élégance. Beau. Quel joueur. Mon Bertrand. Bon, tu vois, je vais être beaucoup plus nuancé déjà sur ces franchises qui vont arriver. Pour le coup, je suis on vraiment commence toujours comme ça finit avec un sac, hein, je vous le dis. Ouais. S'acharner sur les faibles, de toute façon, c'est la politique de ce Voilà, tu vois, le harcèlement comme à l'école sur les faibles, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, tu vois. Tu vois, c'est comme sur les rouquins, c'est tout de suite, hein, tu vois, tu critiques, c'est dégueulasse. Alors, on salue tous non, nos amis. je suis de l'avis. En cette semaine de Saint-Patrick.
Voilà. En plus. Je suis de l'avis de Seb sur l'ensemble globalement. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que moi, ce que je pense réellement, là, ce qui a fait du mal, c'est les blessures de tout en tout genre. Tyreek Hill, au-delà de son arrestation, il a eu le poignet douloureux toute la saison. Jalen Waddon a eu sa dose aussi. Bon, tu as Tagovailoa, on va pas en parler, mais globalement, c'est à peu près ça. Donc, tous ces éléments-là, ça n'aide pas à avoir des résultats, ça n'aide pas à pouvoir être compétitif dans la division, et en tout cas, voilà, être devant. En plus, enfin, comme l'a dit... La question, c'est de savoir pourquoi Tyreek Hill avait le poignet douloureux. C'est ça la question. Oui. Bah, tu sais, pour le coup, à mon avis, il a pas fait un 5 contre 1. Il a vu qu'il a en plus une paire de gamins. C'est pas le genre à faire un 5 contre 1 le soir en rentrant chez lui. Hein. Donc, si tu veux, globalement, pour être plus sérieux, je reviens sur... ils ont été 10e au niveau de la défense, ils en laissant le plus petit nombre de points aux adversaires. Mais en plus, cette année, par rapport à tout ce que je viens d'étayer, ils ont aussi la 22e attaque au niveau de la NFL, au niveau du scoring, et la 25e au niveau de l'efficacité, au niveau de la réussite des troisièmes tentatives. Donc voilà, tu mets tout bout à bout, tu peux pas avoir une bonne saison. La défense a tenu. Moi, je vois de l'espoir. Si à chaque fois, bien sûr, tu as Tagovailoa, c'est resté en bonne santé. Pour Devon Etchen, je vous ai trouvé dur. Moi, je pense qu'ils vont encore rebondir cette année sur vraiment de bonnes... Et au final, par contre, je rebondis juste sur l'effet McDaniel. Ouais, attention, parce qu'il joue beaucoup de son style lunettes, jambes retroussées au niveau du survêtement, et il a son petit style. Mais est-ce qu'ils n'arrivent pas au bout du cycle de ce qu'il peut apporter, on va dire, de nouveau à cette équipe et de ce qui peut ressortir de ses joueurs? Donc, c'est plutôt ça là-dessus que je m'inquiète. Mais vraiment, leur mauvaise saison, ou entre guillemets leur mauvaise saison, c'est surtout dû aux blessures, malheureusement, qu'ils ont pu connaître. Tel le kangourou, mon Yaya, tu voulais rebondir sur ce qu'avait dit Seb tout à l'heure. Vas-y, alors, moi, c'était plus par rapport à ce que je disais, c'était plus les investissements qui ont été faits beaucoup vers l'offensif. Et c'est surtout par rapport à ça. Et effectivement, la dichotomie entre les résultats... Nos comptes triple Scrabble. T'es dans un podcast foutu. Alors bon, on n'est pas sur des chiffres et des lettres ici. Hein. D'accord, ok. Non, c'était juste ça, c'est juste pour préciser ça, c'est-à-dire que effectivement, la perception et la réalité sont deux choses différentes. Tout à fait. Dichotomie qui rime avec pain de mie, par exemple. Voilà, par exemple. Mais oui, vous pourrez tous trouver... Envoyez-nous vos meilleurs synonymes de dichotomie. Voilà, ce sera le jeu de la semaine. On passe aux Bills de Buffalo et à Josh Allen qui a emmené triomphalement c'est son équipe en tête de la division AFCS, 13 victoires, 4 défaites. Une très belle fiche pour ces petits bisons, mon Seb. Une très belle fiche. Et les seuls à avoir battu à la régulière les Chiefs. Absolument, très belle fiche, très beau parcours, très beau MVP. Ça partait pourtant mal sur le papier parce que la perte de Gabe Davis et surtout de Stephen Diggs nous poussait à nous demander ce que cette attaque allait bien pouvoir devenir. Et ben cette attaque, ce qu'elle est devenue, c'est le Josh Allen Show. 2731 yards, 28 touchdowns, 6 interceptions, ça c'est pour les airs. 531 yards, et 12 touchdowns au sol. Sa capacité à prendre soin du ballon a été crucial pour leur succès cette saison. Au sol, justement, James Cook franchit tout juste la barre des milliards avec 1009 et il marque 16 touchdowns. Et le receveur qui s'est mis en avant, ça a été Khalil Shakir, qui a été le go-to guy de l'attaque avec 76 réceptions, 821 yards et 4 touchdown. En défense, en attaque, toujours sur la ligne, Spencer Brown qui a fait un très très beau travail, 83,5 d'évaluation par PFF sur ses blocs. Des performances, comme tu l'as souligné également, Flav. Ils ont battu Détroit.
notamment 48-42 en semaine 15. C'était cette semaine-là le match à ne pas rater. Fallait pas cligner des yeux si on voulait pas Rater un touchdown. rater un touchdown. Lors des playoffs, eh bien, ils ont dominé les Broncos, qui étaient un petit peu trop justes pour passer cette étape lors du wildcard. C'était une victoire 31-7. Et puis, ils ont battu les Ravens lors du tour de division, du Divisional Round, 27-25. Le parcours s'est achevé face aux Chiefs, bien sûr, forcément face aux Chiefs, 32-29. C'était une très belle saison pour eux. À souligner la performance de leur ligne offensive, 14 sacs concédés seulement, ce qui a fait la différence. On parlait de cette capacité de Josh Allen à ne pas perdre le ballon. La différence, elle s'est faite ici. Saison plus que positive pour eux, mais il y a toujours ce signe indien des Chiefs en playoff qui reste inquiétant et qui, moi, me pousse à me demander comment vont-ils faire pour passer l'étape suivante. Peuvent-ils passer l'étape suivante? Néanmoins, souvenez-vous, en début de saison, on pensait que leur fenêtre de tir s'était refermée. Ils pensaient. Oui, c'était un haut collectif, mais je vais quand même pas accuser mes camarades. On va l'accuser. Yaya pensait honteusement que la fenêtre de tir. Non, moi, j'étais pas loin de je vais être honnête, j'étais pas loin de le penser non plus. Et on se rend compte qu'en fait, cette fenêtre de tir, elle s'est grande réouverte la saison passée. Est-ce qu'elle va le rester? La question reste en suspens. Moi, par rapport à la fenêtre ouverte, il y a aussi une chose, c'est que... Oui, tout à fait, mais c'est qu'il n'y a pas de concurrence dans la division. Il n'y a pas eu de concurrence dans la division. Et donc, ça a failli même pendant un moment être les seuls à se qualifier à être champion de division. Ils ont failli battre un record NFL de l'équipe la plus rapidement qualifiée et championne de division de toute l'histoire de la NFL. Ils sont en interdivision, ils sont à 5-1. Donc, ils ont lâché un match, mais c'est tout. Donc, tu vois, tant qu'ils ne seront pas challengés dans la division, la fenêtre de tir sera là et ils auront 4 matchs à gagner pour être champion. Mais le problème, c'est qu'il faut gagner 4 matchs. Et connaît les règles de la NFL, c'est brillant, c'est beau. C'est beau. Ouais, mais ça pourrait être 3 s'ils étaient first seed, mais ils ne le sont pas. Donc, ils ont retrouvé un jeu de course avec, tu en as parlé, avec James Cook. Derrière, Josh Allen sait faire briller ses receveurs. Maintenant, il n'a plus Stephen Diggs, mais il en a plusieurs. Donc, tu en as parlé, il y a Shakir, mais il y a aussi Kincaid, le tight end. Cher Avid. Voilà. Et puis Coleman, Keon Coleman. Donc, tu vois, ça met maintenant peut-être une meilleure atmosphère dans le vestiaire que Stephen Diggs soit parti. Donc, on va pouvoir voir. Et puis, l'arrivée d'Amari Cooper aussi pendant la saison. Donc, moi, je pense que cette équipe, tant qu'elle ne sera pas challengée dans la division, la fenêtre sera ouverte, contrairement, effectivement, à ce que je pensais. Je pensais qu'ils auraient été challengés par Miami, mais Miami, ça ne décolle pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que... Normal, c'est des dauphins. Voilà, tout à fait. Mais oui, les Jets, ils peuvent décoller, les dauphins. Oui, tout à fait. C'est correct. Ouais. Après, pour passer l'étape supérieure, il y a toujours ça, et il y a le syndrome Chiefs où, arrivé en playoff, ils n'arrivent pas à les battre, et tant qu'ils n'ont pas vaincu le signe indien, c'est fini, quoi. Vous savez qu'au début, j'ai une petite anecdote, quand le running back des Bills a commencé à faire des grandes performances, il y avait peu de gens qui le connaissaient, et du coup il y avait beaucoup d'adversaires qui disaient, c'est James Cook, qui? Bref, allons-y. Le fameux cookie, oui, bien évidemment. Et voilà, et Seb vient de perdre je crois qu'il vient d'être tradé officiellement. Là, j'ai pris ma retraite. C'est différent. J'ai décidé de raccrocher, en fait, après ce coup-là. C'était celle de trop. Alors,
capillotracté est le terme pour trouver cette blague. Mais c'était pas mal. Oui, mais tu vois, c'est comment tu l'as amené, tu vois. Faut que tu retravailles ça un peu, mais c'est pas mal. On a une base, tu vois. Le ton, faut que tu l'amènes un peu mieux, tu vois. Le ton, le dauphin, tout ça. Ouais. Voilà, tout à fait. Pour revenir sur le sujet, justement, James Cook, il y aurait besoin de quelqu'un d'autre pour le suppléer un petit peu parce que Josh Allen, le fait que ce soit le quarterback, le deuxième meilleur running back du club, moi, ça me pose un petit souci, surtout quand tu as un running back qui, une fois de plus, certes, franchit les milliards, mais les franchit tout juste. Il y aurait besoin de quelqu'un qui fasse le job que fait Allen actuellement au sol pour aérer un petit peu ce jeu au sol et le rendre moins étouffant et moins Allen dépendant, plus qu'il n'est James Cook dépendant. Mais ça l'a été tout le temps, de tout temps, quand ils faisaient leur run avant, et ça a toujours été ce problème, le jeu au sol. Hein. Bertrand. Bah, là, globalement, sur ce qu'a dit les deux compères, franchement, on est nickel parce que, et de toute façon, on est sur une franchise qui a tellement eu de bons résultats que, à part des touches, des bribes de touches qui va pouvoir améliorer les choses, c'est la seule chose, malheureusement, qu'ils vont pouvoir faire. Et enfin, passer ce syndrome Chiefs qui, malheureusement, on a l'impression que les Bills, c'est un peu comme beaucoup d'équipes qui, je vais prendre un comparatif avec les Bulls de Chicago sous l'ère Jordan, où beaucoup de franchises se sont cassées les dents durant toute cette période et où des joueurs stars, en fait, au final, n'ont jamais pu avoir de bague parce que, voilà, il était là. Bah, là, c'est un peu pareil avec les Chiefs. Malheureusement, les Bills ont leur pain noir, leur mauvais signe qui est là et qui, au final, les empêche de pouvoir être titrés. Donc, quand ils auront pas passé ce moment-là, réussi enfin à dépasser ce problème ou à trouver la solution ou à enfin trouver l'ajustement durant les matchs, malheureusement, on en sera toujours en même point. Après, sur James Cook, moi si, globalement, peut-être de manière statistique, ça se voit peut-être pas au niveau de l'apport des autres, hein, parce que j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais à un moment donné, McDermott a travaillé sur un comité avec Ray Davis et Ty Johnson. Ty Johnson, d'ailleurs, qui est listé en tant que running back numéro 3 et qui a beaucoup plus pris le lead en running back numéro 2 que Ray Davis. Mais les deux, moi, j'ai vu les matchs des Bills tout au long de la saison, puisqu'on suit toute la saison de toutes les équipes, où au moins on essaye, même par l'intermédiaire de la red zone. J'étais justement surpris de me dire, waouh, pour le coup, Ty Johnson est utilisé au moment où il faut. Et bien sûr, Ray Davis, il s'est blessé à un moment donné gravement là sur la fin, mais j'ai trouvé pour un rookie en plus. Pour le coup, je me suis dit, voilà, c'est pas mal non plus. Donc l'avenir est quand même beau pour cette franchise à ce poste-là. Malheureusement, on est sur un schéma de jeu, un playbook où évidemment, Josh Allen prend de l'ampleur, prend sa place et veut aussi, je pense, à tant soit peu, parce qu'il connaît sa force, et on l'a bien vu sur le match des Chiefs également, à un moment donné, quand il rentre dans 2, 3, 4 joueurs pour aller marquer, il pèse de tout son poids sur le jeu de course. Mais non, l'avenir, il est là, et il est bien suppléé avec Ray Davis et Ty Johnson, James Cook, pour le coup. Maintenant, ça se voit peut-être pas au niveau des chiffres, ça c'est certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une franchise qui, en 2024, a fait tout ce qu'il fallait, a même gagné contre celui qui était finaliste de la grande finale. Je ne vais pas dire finaliste du Super Bowl, parce que sinon, j'en connais un qui va monter au credo. Au final, pour le coup, il reste plus, ils sont à une marche de réussir. Est-ce qu'ils vont pouvoir réitérer la qualification au Super Bowl ? Ça, malheureusement, l'avenir nous le dira et ça va être le plus compliqué. En tout cas, ils ont tout fait pour, parce qu'ils avaient un problème de pass rush et ils sont allés chercher un pass rusher qui, s'il reste en bonne santé, devrait apporter au moins la pierre à l'édifice dans la construction de leur volonté de titre. Les amis, nous en sommes à 1h05 bientôt de podcast. Nous n'avons pas encore fait la NFC Est. Nous proposons de passer une petite page de publicité peut-être pendant quelques minutes pour que vous puissiez vous rafraîchir, prendre une petite pause peut-être pendant ce podcast. Non, je plaisante, nous allons enchaîner tout de suite. Je tiens à vous préciser que la prochaine équipe dont on va parler sont donc les New York Giants. Si vous voulez faire une avance rapide pour les 43 minutes qui viennent, c'est donc à ce moment-là qu'il faut la faire. N'hésitez pas. Seb va donc aller prendre une petite pause. Moi aussi, d'ailleurs, quand ils vont se mettre à parler, je vais aller me rafraîchir quelques instants.
puisque nous allons donc confier la parole à Bertrand et Yaya qui vont brillamment nous rappeler cette saison délicieuse 2024 des Giants, brillamment couronnée d'un bilan de 3 victoires et 14 défaites. Bon... Qu'est-ce qu'on... Tiens, ça va être Bertrand en premier. J'ai envie. Parce que je sais que Bertrand est objectif. Parce que je sais que t'es objectif, toi, sur les Giants. Alors que l'autre, c'est une... Voilà. Ah oui, c'est clair, mais... L'autre, mais tu m'appelles l'autre. Non mais s'il te plaît, on va se calmer. Tout à fait. Et en fait, je sais qu'il va y avoir une j'oserais presque dire une dichotomie entre vous deux, et qu'on va pouvoir donc apprécier. Oui, on va placer dichotomie 3 fois au moins dans le podcast. Attends, et c'est comme Beetlejuice, il va apparaître après. Réserve tes arguments. T'embête pas avec l'humour, laisse ça aux professionnels. C'est pas. Et tu veux que je te rappelle le cookie, hein? Oui, bah vas-y. S'il te plaît. Mon Bertrand, parle-nous de cette saison 2024 de tes Giants. Que t'es allé voir en plus en Allemagne. Ouais, oui. Alors, ça c'était, on va dire, avec Mike Neighbors. Bon moment de la saison. Avec Tyrone Tracy Jr. et Malik Neighbors, ce sont effectivement été les meilleurs moments de la saison, et globalement voir sa franchise de cœur en vrai, même avec des mauvais résultats, pour le coup ça fait toujours plaisir, et puis vivre l'expérience d'un match NFL en vrai. Voilà. Au-delà de ça, il faut que je sois méchant ou je me contiens. Soit toi-même, soit nature. Par rapport aux Pats, si on dit méchant, ça donne joie. Sur une échelle de Buffalo Bills à New England Patriots, tu te situes en méchanceté. Très franchement, j'avais dit tout à l'heure que la franchise de New York Jets était la plus déstructurée. Je pense qu'en fait, même l'année dernière, les Giants, maintenant que j'y repense, tu vois, et c'est pour ça que les Jets vont trouver que je suis quand même sympa, je trouve qu'on a bien œuvré aussi au niveau bêtise, pour rester poli, parce qu'on est un podcast qui reste avec des enfants qui nous écoutent éventuellement. Oui, j'espère, parce qu'avec le numéro d'aujourd'hui, si les enfants nous écoutent, ils vont être bien. Et au final, entre justement un Joe Schoen et un Brian Daboll qui naviguent en eau trouble, ne sachant pas vraiment œuvrer dans le bon sens pour pouvoir construire une franchise correctement, ou tout du moins essayant, mais je pense se heurtant peut-être à une incompétence chronique, on a aussi un relationnel et une gestion humaine de la franchise qui est devenue catastrophique. Enfin, je veux dire, quand en milieu de saison ou vers la fin de la saison, enfin, je ne sais plus bien à quelle partie, peu importe, on a un Joe Schoen qui, vis-à-vis d'un Nick McCloud et de son contrat, ou tout du moins de sa situation, lui fait bien comprendre qu'il peut faire ses valises comme il se ferait virer comme un malpropre. Enfin bon, pour venir au final dire que la gestion humaine vis-à-vis des joueurs qui a choqué les joueurs de la franchise, d'ailleurs, la plupart des joueurs de la franchise, dont les cadres Dexter Lawrence, qu'au final, c'était vraiment ni fait ni à faire, ça a commencé, et c'est déjà quelque chose en soi de mal. Par ailleurs, au niveau du jeu de la franchise de New York, malheureusement, la seule bonne chose qu'a pu faire Joe Schoen au niveau de sa draft, c'est la draft de cette année, puisqu'on a eu quand même Tyrone Tracy Jr. qui s'est bien révélé, qui a bien œuvré. On a Mike Neighbors qui, s'il avait eu un quarterback potable, aurait pu justement éviter de se faire découper 2 ou 3 ou 4 fois, et même je peux le dire en connaissance de cause parce que je l'ai vu en direct, et quand on le voit en direct, effectivement, on se dit que c'est un assassinat pur et dur, que d'envoyer un ballon en plein milieu des défenseurs alors que Mike Neighbors peut se faire tuer, on va être clair, au final. Donc on aurait pu même perdre sur blessure un de notre futur receveur numéro 1. Quand également on a, je dirais, une ligne offensive qu'on désespérément essayé de construire et qu'on n'arrive toujours pas, même en faisant venir Carmen Bricillo, qui devait normalement, je dirais, amener beaucoup plus de structure à cette ligne offensive. Voilà, mis tout bout à bout, Thibodeau qui ne produit pas, et on ne sait pas pourquoi, il n'a pas produit, des joueurs qui, au final, étaient exaspérés de la situation, et je peux parler en connaissance de cause de nouveau, parce que je les ai vus en conférence de presse à la fin du match de Munich, et j'ai jamais vu un Brian Burns aussi, je vais dire, amorphe, et limite de vouloir tout plaquer.
durant cette conférence de presse. Voilà, on est sur une franchise qui est au plus bas, qui normalement devrait montrer des signes de construction et d'avenir, et qui me fait peur malheureusement pour le moment, parce qu'on ne parle pas de preview, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du futur. Hein. Je sais bien que je suis dur là maintenant, je sais bien qu'il y a des choses qui s'améliorent avec déjà la free agency a priori, ce qui est amené, mais ça on y reviendra en temps voulu. Mais si on revient sur 2024, malheureusement, on a été sur une franchise qui a été catastrophique. Voilà, si on parle de termes. Et puis surtout, Brian Daboll, je trouve qu'il devrait être beaucoup plus menacé qu'il ne l'a été, parce que au final, il n'a jamais su. Des coachs arrivent à s'adapter avec les joueurs qu'ils ont, d'accord, même s'ils sont moyens moins. Mais lui, il n'a jamais su adapter son cahier de jeu avec les joueurs moyens moins qu'il avait. Donc, ça ne symbolise pas aussi un grand coach. À voir par la suite avec la free agency qu'on vient de faire, la future draft en espérant qu'elle soit aussi bonne que celle de 2024, et peut-être qu'un semblant de renouveau pourrait arriver. Voilà, moi j'ai fini. Après, je pense que Yaya va être plus édulcoré que moi sur le sujet, et peut-être un peu plus utopique. Sebi s'est endormi. Que bon, Seb. Ouais, moi, mais j'attends que ça se passe. la parole à propos de ça. Oui, mon Yaya, quelque chose à ajouter? Moi, je partage pas tout à fait le même point de vue. Joe Shane, quand il est arrivé il y a 3 ans, il a hérité d'une situation financière cataclysmique. Et son objectif pendant là maintenant, c'était d'assainir. Et il commence maintenant à avoir un peu plus de coudées franches sur la reconstruction de l'effectif. Et je suis d'accord avec toi, il y a toujours le chantier de la ligne offensive. La ligne offensive, c'était beaucoup mieux en début de saison, mais sauf que une fois de plus, Andrew Thomas, le left tackle, s'est blessé et derrière, la saison a été finie parce qu'on est dépendant quasiment exclusivement de ce joueur. La seule saison que Daniel Jones, parce que qui est moqué, voire on parlait de harcèlement scolaire, voire est harcelé par certains ici. La seule saison qui a été bonne, c'était quand Andrew Thomas était là toute la saison. Donc, là-dessus... juste, petit temps mort. Déjà, quand est-ce qu'on a parlé de harcèlement scolaire? Parce que je n'ai pas le souvenir. Et deuxième point, qui a harcelé Daniel Jones? Parce que ça vient pas de nous. Hein. Nous, on a harcelé les incapables qui ont fait signer un tel contrat. Mais on n'a jamais harcelé Daniel Jones en tant que tel. Hein. Moi, c'est un quarterback pour qui j'ai un immense respect et qui m'apparaît plutôt sympathique, à l'instar d'un Kirk Cousins. L'instar, on en reparlera hors antenne. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'était pas dans la bonne situation. Il y a des aspects business qui nous dépassent, mais après ça, il dépasse les Giants aussi, visiblement. Oui. Mais ouais, enfin, sauf que malgré tout, avec la structure de contrat, ils l'ont coupé, ils ont réussi à le couper. Il aurait été coupé dans tous les cas là maintenant. Le chantier du quarterback est toujours là. Donc, mais encore une fois, tu mets un quarterback, n'importe lequel, tu peux mettre le meilleur quarterback, tu peux mettre Joe Burrow. Il ne ferait rien avec une ligne aussi poreuse. Donc, on peut parler autant d'attaques que l'on veut, ça ne marchera pas. Après, il y a des satisfactions du côté de la défense. Moi, je suis Sexy Dexy, Dexter Lawrence. C'est une satisfaction. Brian Burns, son arrivée, c'est une satisfaction. Donc, en renforçant cette équipe, en récupérant quelques joueurs, je pense que la défense peut remonter et on sait que c'est l'ADN de cette franchise, c'est de la grosse défense. Après, limiter ce qui peut se faire en attaque, limiter les dégâts en attaque et on n'est pas si loin que ça non plus. Tu vois, je suis beaucoup plus optimiste que toi et voilà. Après, c'est vrai que statistiquement, il n'y a rien à prendre. Il y a eu deux joueurs qui sont sortis du lot, mais dans le marasme, c'est Malik Nabers et Tracy. Voilà, c'est tout. C'était une saison de plus minée par les blessures. Donc, Bernard. Voilà, tout à fait. Après, voilà,
voilà tout ce que j'ai à dire. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur cette. Miaou, miaou. Miaou. Mon Bertrand, je sens qu'il avait envie de réagir. Il se prenait la tête à demain tout à l'heure. Non, mais c'est juste pour dire que Yaya dise on n'est pas très loin. Malheureusement, Yaya, je peux pas te laisser dire des choses comme ça. Oui, si on le reprend sur chaque ineptie, on est mais très très loin d'une construction d'une franchise à peu près équilibrée. Attention, je n'ai même pas dit avec des ambitions. J'ai dit un tant soit peu équilibré. On en est à des années-lumière, tu vois. Donc il faut quand même bien se foutre dans la tête non, mais il faut bien se foutre dans la tête à un moment donné. Non, mais il faut bien se foutre dans la tête qu'on est mais en construction, d'accord, mais qu'au-delà de la récupération de Joe Sean d'un cap space ou des finances qui étaient catastrophiques, je veux bien l'entendre, mais à un moment donné, depuis qu'il est en place, il n'y a pas eu toujours des choix judicieux, on ne va pas tous les lister, on n'a pas le temps, mais globalement, à un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions. On essaye vainement là de construire quelque chose, mais c'est vraiment le mot vainement. On est quand même à 2 doigts de se poser la question, là pour le moment, que Monsieur Rogers veuille bien daigner jouer aux Giants parce que ça devient une terre brûlée où plus personne ne veut venir jouer. Voilà. Et au vent. Et au final. Et au final, on est là à faire des courbettes à un mec qui pense plus à sa petite personne qu'au bien de la franchise. Et au final, je préfère à la rigueur qu'on prenne un Joe Flacco ou un Jameis Winston. Au moins, Jameis Winston nous fera rire. Au moins, il lancera 20 interceptions et 20 touchdowns. Et Joe Flacco, au pire, il te fait une année où il te fait à peu près pas n'importe quoi si tout se passe bien. Mais quand ta franchise devient une terre, quand ta franchise devient uniquement, je veux dire, comment je vais expliquer ça, qui n'est plus l'aura qui te permet de dire aux joueurs qu'ils ont envie de venir parce qu'ils sont dans quelque chose qui est construit et qui va avec entre guillemets, qui va leur apporter quelque chose à leur carrière où ils vont se dire à la fin, waouh, c'est super, j'ai joué chez les Giants, et qu'on n'en est plus là, et qu'il va falloir du temps avant que ça revienne, beaucoup de temps, bah franchement, il y a de quoi être inquiet. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, moi, je fais du ping-pong verbal, Yaya. Non, mais après, je vois ce que tu veux dire. Après, je suis pas d'accord. Je pense qu'on n'est pas si loin que ça. Tu peux noircir le tableau autant que tu veux. Il y a des choses sur lesquelles tu peux construire, notamment la défense, que en l'améliorant un petit peu. Effectivement, à la fin de saison, elle a pris l'eau parce qu'il y avait des blessés. Mais je suis désolé, pendant toute une grosse partie de la saison, elle a été présente. Donc, tu peux construire là-dessus. Il y a eu des renforts en plus cette année. Si tout le monde est en santé, ça peut être correct. Après, je suis d'accord que, encore une fois, je suis d'accord avec toi. Le chantier de l'attaque, c'est plus compliqué. Tant que on ne refera pas la ligne, on n'aura rien. Mais je ne suis pas d'accord avec toi en disant que c'est un champ de ruines. C'est long. On est impatient parce que ça fait très longtemps que ça dure. Ça fait depuis Eli Manning, non? Oh bah, je veux dire que je suis patient. Ça fait 15 années de purgatoire et crois-moi que pour le coup, je suis très patient et très, entre guillemets, je resterai fan des Giants, même si je suis déçu. Voilà. Sauf que là, tu fais quoi? Alors, ok, tu veux virer Dabble, tu veux virer Joe Shane, parce que de toute façon, l'un ne part pas sans l'autre. S'il y en a un qui part, l'autre part. Et tu repars sur un nouveau cycle encore? Non. Mais non, au bout d'un moment, il faut le voir. Donc, il faut... Après, on sait que c'est une construction, c'est lent, surtout quand tu as été détruit, comme a été détruit la franchise, par Dave Gettleman. Donc voilà. Oui, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on aurait dû. Est-ce que je lance sur Eli Manning ou pas? Oh non, on a assez souffert comme ça. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est une chose, c'est que en plus, il y a une dernière chose, c'est que Yaya, il nous a fait la listing en disant, alors, mais c'était pas trop mal parce que Andrew Thomas quand il était là, donc c'est une individualité par rapport à tout le reste. Après, c'était pas trop mal parce qu'on a Dexter Lawrence, donc c'était une individualité par rapport à tout le reste. Donc si tu veux bien sur 11 et 11, 22 joueurs.
à un moment donné, enfin qui rentre après à tour de rôle, bah t'as quand même une individualité par-ci, une individualité par-là. À un moment donné, putain, ça fait pas grand monde qui peut te faire réussir ta franchise. Et après, on n'est pas capable et pas foutu de savoir où on va mettre Evan Neal au niveau du jeu, garde, tackle, parce qu'on sait pas, parce qu'en final, on a été chercher en 7e choix et puis c'est une buse. Il faut dire ce qui est, basta. Et puis en plus, maintenant, heureusement, on a Van Roten qui a fait à peu près le métier, voilà, pour essayer avec Elu et Monor, les deux ont fait à peu près les choses, enfin, pour dire que ça soit pas trop la cata. Mais ça ne reste que des éléments d'individualité. Il n'y a aucun collectif construit correctement. Je te dis, oui, j'essaye d'être positif en me disant, voilà. Mais chaque année, on revient à la même chose parce que là, on a pris des joueurs, on pense que ça va aller mieux et j'ai peur qu'on retombe invariablement dans les mêmes problèmes. C'est-à-dire, voilà, on part avec des espérances, on fait une draft épouvantable et au final, on en est toujours au même genre. Et surtout qu'on n'a pas réglé le problème de base. Le problème de base, c'est qu'on n'a même pas un meneur de jeu avant même d'en choisir un à la draft. Puis de toute façon, si on le jette tout de suite dans le comment on appelle ça, dans le grand bain, on va le brûler. On n'a pas un quarterback potable et on est là à se poser la question de ce qu'on va récupérer en free agency au final entre Winston et Flacco. Et au pire des cas, on se tape le Rodgers et ses retraites foireuses. Donc globalement. Voilà, c'est là que ça me fout en l'air, moi, au final, en tant que fan des Giants. Faut être clair. Yaya, rien d'autre à ajouter? Non, je vais pas remettre une pièce dans le nourrin. On n'est pas d'accord. Oh, ça serait dommage, sinon. Mais non, mais on est une émission spéciale Giants. On va parler des autres, vous inquiétez pas. Tu es en train de me dire qu'il y a d'autres équipes en NFC Est? Oui, tu sais, on a tous des Super Bowls. On a même tous 2. Ce sera entre deux. C'est vrai, Yaya. Et on en a oui, gagné deux on en a gagné deux face aux Patriots, qui est les tricheurs de Patriots. Voilà. Et nous, on n'a pas les Cardinals, tu vois, qui nous servent de paillassons, monsieur. Voilà. Normalement, entre les micros là. Entre 3 et 4 heures d'émission, vous aurez les autres équipes des NFC Est. N'hésitez pas à passer directement. Je vous avais prévenu de faire avance rapide pendant 40 minutes. Ça me fait penser. On est payé en heures sup dans ces cas-là. Je vais renégocier mon contrat immédiatement. Sur le champ. J'y vais sur le champ. En plus, tu as ton heure qui est majorée de 25%. Voilà. Tout à fait. Puisqu'on a passé 22 heures. Mon cher Seb, t'avais quand même un petit haussement de sourcil entre le Flacco et le Winston. Oui, non, c'est les hypothèses. Enfin, Jameis Winston, c'est fait, mais on sait que c'est pas un QB1, c'est pas un bridge. Je l'aime beaucoup, Jameis Winston, mais c'est pas un QB1, c'est pas un bridge quarterback. C'est une option qui paraît improbable. Un bon animateur de vestiaire. Tout à fait. Non mais moi, alors en revanche, si les conférences de presse de Jameis Winston à New York, moi je veux voir ça devant la presse. Humainement parlant, je vous dis, un joueur NFL là actuellement, si je parlais anglais avec qui je voudrais dîner, c'est Jameis Winston. Complètement. Complètement le gars avec qui tu as envie d'aller faire une bouffe, vraiment. Tellement il a l'air sympathique et drôle. Mais sportivement, c'est pas vraiment une option. Joe Flacco, c'est pas autour de lui que tu vas reconstruire, donc c'est pour ça que c'est des options qui m'étonnent un petit peu. Mais après, il y a le bon tranche le débat entre les deux. Vas-y. Non mais là c'est pour 1 ou 2 ans. C'est pour 1 ou 2 ans. Pour préparer le QB d'avenir en fait, si tu veux. C'est pas pour dire de l'avoir sur la longueur. Faut arrêter avec ça, avec le QB de l'avenir. Il y a des choses à faire avant. Là, tu sais que tu vas perdre. Donc, tu vas pas mettre un QB d'avenir que tu vas flinguer une fois de plus. Donc, moi... Oui, non, mais il faut bien qu'on décide quelque chose. Désolé, Seb, je voulais... Non, mais je suis d'accord. Mais il faut bien qu'on décide quelque chose malgré tout. Soit tu vas prendre ton QB à draft, tu le brûles tout de suite. Soit tu te prends une solution alternative temporaire d'1 ou 2 ans pour pouvoir construire quelque chose derrière. Après, c'est sûr qu'il faut quand même avoir une ligne. On est bien d'accord, Yaya. Mais malgré tout, il faut une alternative pendant 1 ou 2 ans avant de construire quelque chose de correct. On est d'accord. Voilà, bon, donc je disais à Seb, tranche une dernière fois la question entre Bertrand et Yaya. Finalement, est-ce que c'est si terrible que ça, les Giants, en ce moment? C'est quand même en version courte. Hein.
je crois. C'est quand même très compliqué. Une des raisons d'espérer, c'est quand même un pass rush qui s'est vraiment élevé la saison dernière, avec Dexter Lawrence, on l'a déjà cité, avec Brian Burns. De toute façon, ils ont cité les 53 mecs de l'effectif, donc. Voilà, de toute façon, tout le monde a été cité. On a parlé de tout le monde. Je pense même qu'ils ont cité des mecs qui étaient dans le practice squad. Tim Boyle, on n'a pas cité Tim Boyle. C'est vrai qu'on n'a pas parlé encore Tim Boyle, voilà, qui décidément marque de son empreinte ce podcast, qui a échoué pour les Giants et qui a lancé une interception cette fois et un touchdown. Bon, voilà. Nul n'est prophète en son pays. Donc voilà, Brian Burns, Kevin Thibodeau également, qui ont considérablement amélioré le pass rush, et ce qui fait que du coup, cette défense contre la passe, elle s'est quand même classée 8e, et c'est une des raisons d'espérer pour les Giants. Peut-être que la reconstruction, elle passe par, comme le disait Yaya, par la défense plutôt que par l'attaque, sur laquelle il y a quand même quelques individualités. Tyrone Tracy Jr. qui a assez vite pris la place de Devin Singletary en tant que premier running back. Bien sûr, Malik Nabers, qui est de très loin le joueur dominant de cette attaque. Mais il y a beaucoup de lacunes autour. On a beaucoup de problèmes sur la ligne. Je crois que c'est une ligne qui lâche 48 sacs la saison dernière. C'est considérable. Ça fait quasiment 3 sacs par match. Et puis voilà, la question du QB d'avenir. Est-ce que c'est vraiment celle qu'il faut se poser, puisqu'on a l'impression que ce club repart depuis un certain nombre d'années toujours à zéro sur ce point, qu'on fasse rentrer un rookie ou quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Et je pense que actuellement la solution, elle est pas là pour ce club. Parfait, merci. J'aurais dû donner la parole en premier et couper les micros. Ça aurait été. Non, mais fais confiance aux professionnels. Fais confiance aux pros dans ces cas-là. Ouais, c'est vrai que tu as un côté Jean-Paul Belmondo. Ah oui, le professionnel, en effet. Oui, bon, non, mais là, je crois qu'on n'a plus de temps à perdre sur l'humour, tu vois. C'est toi qui dis ça. Au point où on est rendu. C'est parce que c'est une belle référence, bien amenée, tout ça, tac, tu sais pas ce que c'est, prends-en de la graine. Il nous reste encore 3 équipes à faire. Nous en sommes à 4h22 de podcast maintenant. Nous allons bientôt commencer la saison 2025. Hein. Septembre est juste devant nous maintenant. Donc bon, voilà, ça peut pas, quoi. Les Cowboys de Dallas, 7 victoires, 10 défaites. On va y aller très, très rapidement et très franchement, Bertrand. Un all-in raté. Ah oui, un all-in raté, oui. De toute façon, là, pour le coup, on a eu Dak Prescott qui a eu sa partie de mauvaise chance également avec sa blessure. Pour le coup, on a une équipe avec un Rico Dowdle qui, lui, a plutôt brillé pour le coup, parce qu'il fait encore ses milliards malgré tout cette année, mais bon, c'est pas un QB d'avenir. On a cette équipe qui a complètement vivoté toute la saison. Même Micah Parsons, ça finit par s'énerver grandement à la fin des matchs. Un navire sans capitaine, Mike McCarthy qui a de nouveau brillé par si ce n'est son incompétence, tout du moins son manque d'originalité dans beaucoup de choses. Voilà. Entre guillemets, j'ai trouvé que cette franchise des Cowboys a été la franchise la plus moyenne des moyennes. C'est vraiment le mot moyen, quoi. C'est-à-dire, elle te paraît inoffensif, elle te paraît inaperçue, elle est capable de disparaître comme quelqu'un que tu vois à peine ou que tu pensais voir. Si Dilemme, à un moment donné, il se démène dans tout ce marasme en se demandant bien si justement il devrait pas faire autre chose que de risquer sa peau lui aussi à force de recevoir des mauvais ballons. De Cooper Rush à l'époque, puisque maintenant il a quitté la franchise. Voilà. C'est une franchise qui est aussi, entre guillemets, comment je vais dire ça, fait rire sur les réseaux sociaux parce que à chaque fois, c'est les Cowboys où est-ce qu'ils sont lorsque c'est la free agency, les Cowboys où est-ce qu'ils sont lorsqu'il est le moment de prendre des bonnes décisions, les Cowboys où est-ce qu'ils sont quand ils donnent un contrat max à Dak Prescott. En fait, c'est comme où est Charlie, mais en Cowboys, quoi. Voilà, c'est ça. Et pourquoi que font-ils à donner un contrat max à Dak Prescott alors qu'il n'a rien encore prouvé sur la grande scène au niveau des playoffs? Voilà, c'est le gros souci de cette franchise, il est très clair. Jerry Jones, il gère, il veut tout gérer, il veut rien déléguer.
C'est comme, en fait, elle est gérée comme les États-Unis sont gérés par Donald Trump, c'est-à-dire Voilà, pas de complètement politique, pas de politique, Ouais. pas de politique. Non, non, de non, manière, non, de manière anachronique, de manière. Oh là là là, oh là là. En fait, elle est gérée totalement sur je décide quelque chose sans trop de réflexion, mais pour autant, c'est moi qui ai raison parce que je suis le propriétaire de la franchise. Et puis, le general manager et le coach, vous avez rien à dire, on fera ce que j'ai dit. Et puis, bah voilà, et on a les résultats qu'on a. Donc, malheureusement pour les Cowboys, j'aurais préféré que ça en soit autrement pour eux. Parce que, de toute Non, façon, c'est pas aussi vrai, une on très- sait que c'est faux. Non, mais quand je dis ça, c'est simplement pour dire, voilà, on peut pas avoir Non, c'est d'animosité faux. pour tout le Si, monde, si. malheureusement, mais les On Cowboys sait que t'en as pour les Cowboys. c'est l'America's Team, tout simplement. Tu sais très bien que beaucoup d'Américains et beaucoup de fans ici en France sont pour cette franchise du fait de l'America's Team, et je pense qu'ils attendent autre chose de leur part. Mais ils pourront pas avoir de meilleurs résultats tant qu'ils continueront sur un système géré uniquement par un grand gourou. Voilà. Non, Seb, ça t'inspire voilà. Pour moi, Dallas, ça a été une vraie déception cette saison, puisque la saison précédente, elle s'était quand même pas mal passée pour eux. Ils finissent 12-5, ils font un petit tour en play-off, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, et puis là, tout s'effondre d'un coup. Il faut garder à l'esprit que c'est leur première saison négative depuis la saison 2021 aux Cowboys. Donc il y avait peut-être... Moi, à mes yeux, il y avait peut-être une dynamique qui se mettait en place et là qui semble réellement brisée. Les joueurs clés qui se sont mis en avant en attaque, bien sûr, ça a été CeeDee Lamb qui reste fidèle au poste. On a parlé du running back de Dowdle qui a été une bonne surprise parce que la running back room semblait quand même pas brillante sur le papier. En défense, bien sûr, Micah Parsons avec ses 12 sacs en 13 matchs. Il faut souligner également la performance du kicker Brandon Aubrey, 85,1% de réussite sur les field goals et le record de la saison avec un field goal réussi de 65 yards. Mais malheureusement, tout ça a été trop juste avec une attaque proche de l'anémie, 21e avec 20,6 points marqués par match, et une défense qui, elle, s'est fait plus ou moins marcher dessus avec 27,5 points encaissés. Quand tu sais comment les deux franchises au-dessus ont progressé pour l'une et c'est surarmé pour l'autre, ça devenait compliqué pour les Cowboys de prétendre un parcours en play-off cette saison. Néanmoins, moi je trouve que le gap entre la saison précédente et celle qui vient de s'écouler est vraiment immense. Mike McCarthy est débarqué. Je ne pense pas que ce soit injustifié. Pour autant, il ne part pas avec un record honteux, hein, c'est 49 victoires et 35 défaites. Son vrai défaut, c'est de ne pas avoir réussi à ramener Dallas dans les playoffs de façon pérenne. C'est vraiment son seul péché. Charge au prochain de s'en occuper. Ça va quand même pas être facile. Et en quelques mots, cette saison des Cowboys, tu la juges toi aussi très décevante? Oui, décevante. C'est le terme. Je suis d'accord complètement avec Seb. Et surtout, c'est sur des points forts de Dallas, ce qui était identifié comme leur point fort, que c'est un peu faibli, tu vois, sur la défense. Comme l'a dit Seb, la défense a été beaucoup moins performante. Alors, il y a eu des blessures. Hein. Micah Parsons qui fait que 13 matchs. Il était parti sur une saison très performante. Et puis, la ligne offensive qui a beaucoup moins protégé, beaucoup moins fait de brèche pour le jeu de course. Donc, très décevant. Je pense qu'ils sont mis le verre dans le fruit avec l'intersaison, avec la renégociation de Dak Prescott et après CeeDee Lamb. Je pense que ça n'a pas aidé à avoir un climat serein. Et puis, on a parlé de l'America's Team. Tout là-bas prend des proportions énormes. C'est une des équipes les plus suivies et au moindre faits et gestes de qui que ce soit dans cette franchise, tout est analysé, suranalysé. Et je ne suis pas sûr que le personnel choisi soit le personnel adéquat.
Alors, Bertrand va nous faire une Vince, à savoir un petit dernier truc à rajouter. Ouais, non, Vas-y, mais mon Bertrand. très rapidement, c'est pour justement symboliser toute cette défaillance au final. C'est que il y a quand même Derrick Henry au moment où il pouvait signer pour une franchise qui avait montré tout son intérêt pour les Dallas Cowboys, qui avait fait entre guillemets un petit appel du pied, caché, mais quand même qui était là. Et ils n'ont pas été foutus que globalement de le récupérer. Et surtout quand on voit ce qu'il fait à Baltimore, alors bien sûr c'est dans un autre contexte. Il a Pas un peut-être appel du pied, c'était un rentre dedans, hein, carrément. Hein, voilà, c'est ça. Et donc, ils n'ont pas été foutus de signer. Donc voilà, déjà quand on arrive là, globalement, ça te dit tout sur ta franchise et sur le devenir et la saison qui est à venir, au global, en tout cas. Les Commanders de Washington, deuxième de cette division NFC Est et finaliste de conférence NFC, 12 victoires, 5 défaites. On s'attendait à une reconstruction du côté de Washington avec un nouveau quarterback, notamment Jayden Daniels. Une saison qui a finalement, Seb, dépassé complètement les attentes du début de la saison, justement. Ah, quel bond en avant, on passait c'était 4-13 je crois la saison 2023 à 12-5, deuxième de la division et se rendre jusqu'en finale de conférence. Et ça, on le doit à deux ajouts importants. Jayden Daniels, on va y revenir un petit peu plus loin, mais surtout le coach Dan Quinn qui réalise une superbe première saison. Qui s'est très bien entouré, notamment avec Cliff Kingsbury en tant que coordinateur offensif. Et tout ce 109, eh bien, ça a complètement payé. Jayden Daniels qui termine avec 3568 yards, 25 touchdowns et seulement 9 interceptions, c'est déjà formidable en soi, mais en plus le jeune homme rapporte 891 yards et 6 touchdowns supplémentaires au sol. C'est tout simplement fou. C'est le plus grand nombre de yards parcourus au sol par un quarterback rookie. Pour l'entourer, Terry McLaurin qui finit avec 1096 yards en réception et 13 touchdowns. Au passage, il bat le record de la franchise pour les touchdowns en réception sur une saison. Au sol, on a un très bon duo complémentaire, Brian Robinson Jr., 799 yards, et Austin Ekeler, avec... ça y est, j'ai perdu mes notes, je suis 367 yards. 367 yards, voilà, tout à fait. Je te remercie, Yaya. Et 4, parce que tu as 14 pages de notes, c'est pour ça, mon Seb. Voilà, c'est pour ça j'ai 14 pages de notes. Et un ordi qui gère pas plus de 2 pages à la fois. C'est compliqué. Et en défense, Bobby Wagner, 132 plaquages et 2 sacs qui lui valent d'être nommé dans la première équipe All-Pro et au Pro Bowl. Et tout ça à 34 ans, messieurs. La question quand même qu'on peut se poser sur ces victoires, c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit côté trompe-l'œil quand il s'est agi d'affronter les grosses cylindrées en saison régulière, je pense notamment à Baltimore, à Pittsburgh et Philadelphie, eh ben, ça s'est pas très bien passé pour Washington. Mais néanmoins, moi je nuance ça avec leur victoire 45-31 contre Détroit en playoff lors du Divisional Round qui personnellement m'a vraiment surpris, un par l'ampleur du score et puis deux surtout par la façon dont ils l'ont acquise. Alors ça se termine mal en finale de conf contre Philadelphie, hein, ils sont battus très lourdement 55-23, ils payent leur inexpérience mais les bases sont là. Ils ont un quarterback qui va donner envie à d'autres joueurs de venir jouer avec lui. D'ailleurs, c'est pas pour rien à mon avis qu'ils ont recruté Deebo Samuel. J'attends de voir la saison 2, mais de mon point de vue, l'avenir s'annonce radieux pour les Commanders. Avenir radieux, mon Yaya? Ça y ressemble. Attention à la crise de croissance, mais le coaching staff est expérimenté. L'effectif, tu l'as dit, c'est un mélange entre jeunesse et expérience. Donc oui, il y a tout pour continuer. Voilà. Voilà.
Il y a Bertrand qui est en train de faire le zouave. On va lui donner la parole parce qu'il a l'air de s'ennuyer. Tu vois, Et voilà, c'est gros mythe. voilà. Il va nous parler de ces Washington Commanders qui ont fait quand même une saison complètement folle. Il y avait personne, à part Jean, pour une fois qu'il a eu raison dans quelque chose, qui... alors, si vous regardez les stories sur Instagram, vous voyez qu'il n'a pas raison sur la coupe de cheveux. Voilà, mais en tout cas, il avait raison sur les Commanders, puisqu'il avait dit qu'il les voyait loin en play-off, avant même le début de saison. C'est quand même une saison très surprenante pour les Commanders, Bertrand. Oui, pour le coup, là, c'est vraiment le rayon de soleil de cette année qui vient de s'écouler. On a franchement une franchise qui a été bien managée par l'ensemble. Cliff Kingsbury a trouvé son rôle dans tout ça, et repassant de head coach à coordinateur offensif. Dan Quinn, qui avait eu ses fonctions de head coach à Atlanta, s'est rappelé au bon souvenir aux Commanders. C'est Magic Johnson, je crois, qui est dans le pool, qui a racheté tout ça, donc on sent qu'il amène sa patte. Il amène sa patte aussi de professionnalisme dans tout ça. Ça ne manquait que ça, et on se rend compte que justement les franchises qui amènent enfin un peu de structure dans le staff, dans les bureaux, au final, à un moment donné, finissent par réussir invariablement sur le terrain. Après, il fallait avoir le bon choix au bon moment, du bon quarterback, et que ça fit bien. Voilà, cet effet avec Jayden Daniels. En plus, Seb parlait des records, mais il a aussi le record du comment on appelle ça, plus grand nombre de touchdowns dans les 30 dernières secondes de match ou en overtime. Donc, c'est un record aussi NFL. Donc, ça, avec 5 touchdowns, je crois, de mémoire. Donc, oui, tout a bien... En fait, la saison des Washington a été à l'image du Hail Mary qu'a lancé Jayden Daniels, ou qui a été à la limite intercepté par un défenseur du backfield des Bears, et qui au final retombe dans les mains du receveur de Washington. Voilà, avec beaucoup de chance. Il faudra voir si, comme disait Yaya, en année 2, on pourra repartir sur les mêmes bases. Après, c'est certain que Terry McLaurin n'attendait que ça, d'avoir un quarterback qui lui délivre les ballons, parce que lui, c'est un vrai receveur numéro 1 de talent, et qui n'attendait que ça, et un vrai receveur numéro 1 de fantasy. Je fais ma petite promo à moi perso au passage. Au point où on en est rendu dans ce podcast, je peux tout faire, vas-y. Voilà, allons-y. Donc, un vrai receveur numéro 1, et après, tous les Zaccheus, comme a dit également Seb, les Brian Robinson, tout le monde a contribué. Bobby Wagner est sorti de sa retraite, entre guillemets, et a contribué aussi. Et la défense qui était avec Marcus Mariota. Voilà, même la défense avec des seins justes, un peu justes, l'année dernière. Voilà, tous ces joueurs en step-up, parce qu'ils étaient dans une bonne organisation, et dans quelque chose qui poussait tout le monde vers le haut. À voir l'année prochaine. Je n'espère que le meilleur que pour eux, puisque bon, pour le coup, de la division NFC Est, ça reste, je veux dire, les Washington Commanders sont ceux qui, pour le coup, ça nous fait le moins mal possible de les voir réussir, entre guillemets. Voilà, donc c'est quand même bien pour cette franchise aussi, après les années noires qu'ils ont pu connaître. Je crois que la dernière fois, pour se qualifier au NFC Championship Game, je crois que c'était en 91, donc ça fait 33 ans sans être apparu là. Bon, c'est énorme, jusqu'au titre. Ça fait plaisir quand même au final. Donc, moi, ça me fait plaisir pour Terry McLaurin, parce que c'est vraiment quelqu'un au fil des saisons qui était très sous-coté. Et qu'il ait le droit à sa petite, son instant de succès. Et je sais pas si ça durera plusieurs saisons, mais en tout cas, au moins cette saison où il a connu le succès avec sa franchise, ça me fait plaisir pour lui, même si je ne le connais pas personnellement, mais j'en suis tout de même ravi, sachez-le. Les Eagles de Philadelphie, qui sont donc non seulement vainqueurs, je vais le dire doucement pour que ça imprime bien du côté de nos amis fans des Giants, vainqueur donc de la NFC Est avec 14 victoires, 3 défaites, vainqueur de la conférence NFC après avoir battu les Commanders en finale de conf, et vainqueur du 59e Super Bowl face aux Chiefs de Kansas City. Bref, vainqueur sur toute la ligne. Ma question, elle est très simple, mon Seb. Est-ce que finalement les Eagles, c'était pas simplement la meilleure équipe de cette saison 2024 ? De loin, en tout cas, celle qui avait l'effectif le plus profond et le plus riche. C'est d'ailleurs ce qui a fait la différence par rapport à Kansas City
lors du dernier Super Bowl en date. Ils ont dominé quasiment toutes les catégories. L'attaque est 7e en scoring, la défense est 2e en scoring également. Bien sûr, il y a la saison exceptionnelle de Saquon Barkley, 2005 yards en 345 courses. Il est leader NFL dans les 2 catégories. Et en 16 matchs. Touchdowns, et en 16 matchs. Et 13 touchdowns pendant la saison régulière. Il a rajouté 442 yards et 5 touchdowns en playoff. C'est tout simplement surhumain. Et puis, il faut voir qu'il a brillé, mais autour de lui, il y a quand même un sacré casting. Jalen Hurts, 2903 yards et 18 touchdowns lancés. Il ajoute 630 yards et 14 touchdowns au sol. Et du côté des receveurs, on n'est pas en reste non plus avec A.J. Brown, 67 réceptions, 1079 yards, 7 touchdowns en 13 matchs. Et Davonta Smith, 68 réceptions, 833 yards, 8 touchdowns en 13 matchs également. Et du côté de la défense, qui s'est classée première en défense contre la passe et 10e contre le sol, parmi les hommes forts, il y avait Zach Bourne, le linebacker, à 151 plaquages et 5 fumbles forcés. Ancien des Saints, très polyvalent, nommé dans la première équipe All-Pro. Et dans le backfield, il y a un duo de safety redoutable avec CJ Garner-Johnson, 6 interceptions, et Reed Blankenship, 4 interceptions. C'était quasiment un effectif parfait avec très très peu de faiblesses. La défense d'ailleurs qui s'est considérablement améliorée sous la houlette de Vic Fangio, et c'est ce qui a donné cette performance très équilibrée entre attaque et défense qui leur a permis de dominer le championnat, et encore de dominer. Là aussi, il faut combattre un peu notre coupe. On les a pas trop vus venir, malgré... Alors, il y a eu un début de saison un petit peu compliqué. Ils sont 2-2 avant leur bye week, et ensuite, ils vont enchaîner les victoires, 10 de rang avant de plier le genou contre les Commanders en semaine 16. Et malgré ça, notre attention a quand même été assez détournée par ce qui se passait dans d'autres clubs. Et Philadelphie, ils étaient quasiment des outsiders malgré ses qualités. On a plus parlé de Détroit que de Philadelphie, par exemple. On a plus parlé de Détroit qui nous en mettait plein les yeux et qu'on voyait monter depuis 2 ans que des Eagles, qui avaient été une des valeurs sûres de la NFC, qui avait été décevant la saison dernière en se faisant sortir en playoff dès le tour de wildcard par Tampa Bay, si ma mémoire est bonne. Et du coup, on les a sous-estimés, du moins, ils sont passés un petit peu sous les radars malgré leur performance. Donc, bravo à eux. Équipe la plus dominante de la saison. Après, est-ce que c'est parce que toutes les étoiles étaient alignées et que ça va se ternir par la suite? C'est trop tôt pour le dire. Il y a eu beaucoup de mouvements déjà pour eux sur la free agency. J'ai hâte de voir s'il y aura un acte 2. On avait une... Oui, vas-y, mon Yaya, tu voulais dire... Non, mais... on aurait dit une carpe qui essaie de reprendre sa respiration. Ouais, carpe et Diem, pour les Limougeaux, ils auront la ref. Moi, il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir de Seb. On les voyait un petit peu hors du radar. C'est surtout effectivement par rapport à la saison dernière où, à partir de la mi-saison, ils ont plongé. Alors qu'ils avaient déjà tout ce qui faisait leur force était présent, était sous nos yeux. Et c'est là où... et c'était également pour ça qu'ils avaient été au Super Bowl 2 ans avant. Donc du coup, on était un peu aveuglés par cette perte de vitesse, le fameux Super Bowl... enfin, le fameux gueule de bois du Super Bowl, le Super Bowl hangover. Donc, on a vu les choses. Et là, cette année, ils ont pris la pièce qui manquait avec Saquon Barkley. Tu en as parlé de tout ce qu'il a fait. Donc, j'ai envie de dire, cette équipe, elle a su profiter également des avantages qui lui sont tombés dessus. Détroit qui se fait sortir d'entrée de jeu de play-off leur a enlevé une grosse épine du pied également. Ils ont pu recevoir tous les playoffs, donc du coup c'était plutôt sympa pour eux. Et les Rams quand même qui les ont un peu poussés dans les retranchements sur un match c'était
Deuxième tour, pardon. Oui, Deuxième- c'est Ouais, ça. deuxième C'était sous la neige, c'était fantastique. Et puis Bertrand, faut quand même bien le reconnaître. C'est une équipe très complète, une équipe qui a été très compétitive et qui est aussi entraînée par le meilleur entraîneur que tu n'aies jamais connu, Nick Sirianni. Oh, Ouais, non, mais tu sais, il avait fait exprès de me relancer là-dessus parce que j'ai donné un avis tranché sur Nick Sirianni. Donc C'est de la maintenant, provocation, c'est de la provocation. provocation, Réponds voilà. pas, Bertrand. et tout ça pour qu'on prenne un flag derrière, tu vois, et tu sais quoi? Sérieux, tu vois, ce serait un rugbyman, ce serait le demi de mêlée qui met des claques derrière les deuxièmes lignes. Et après, il part au courant parce qu'il n'assume pas. Oui, monsieur, vous n'avez pas honte? Quoi, je parle du coach qui a remporté le Super Bowl. Excusez-moi, j'ai le droit qu'on lui rende un peu hommage à ce garçon. Oui, en fait, veut lui au rendre hommage, final, d'accord. les Eagles sont le symbole de la réussite. Voilà, de la réussite totale, on va pas se mentir, à part que la seule chose, c'est qu'ils n'ont pas été flamboyants et offensivement contre les Lions, mais c'est pas ce qu'on demande à cette franchise. Ce qu'on demande à une franchise, c'est de gagner le Super Bowl. Ils ont fait le plan parfait du Super Bowl gagnant parfait. Voilà, Howie Roseman est un general manager de talent, il a toujours le flair des bons choix, de réussir à enfumer tous les autres managers pour pouvoir avoir les joueurs qu'il veut. À la draft, ils ont été avec Quinnon Mitchell et Cooper DeJean, ils ont eu le flair suffisant, ils ont amené les pièces qu'il fallait pour compléter l'effectif, pour être plus que gagnant du Super Bowl. Cooper DeJean qui, en plus, toutes les planètes se sont alignées, quoi. Cooper DeJean qui avait son anniversaire avec Saquon Barkley le jour du Super Bowl, qui fait une interception, qui va marquer. Enfin, tout était merveilleux, beau, magnifique. Enfin, il y a rien à jeter chez eux. Edgy Brown, qui plaignait l'année précédente de ne pas avoir suffisamment de ballons, là il a été servi comme il fallait. Devonta Smith aussi, cette doublette de receveur sans être la plus chère, pour le coup, fait le travail. Saquon Barkley, n'en parlons pas. Jalen Hurts, de toute façon, aussi, il fait le travail. Le touche-push que personne ne s'est arrêté. Zach Bond, qui a eu une saison mirifique. La défense qui a démonté au Super Bowl les Chiefs, mais quand on dit démonter, cette défense, elle a fait l'amour et sans préliminaire à Patrick Mahomes. Voilà, globalement, c'est clair qu'il a pu crier. Il a souvent crié la tête dans le gazon. Voilà, enfin, j'ai eu peur. Je sais pas pourquoi je sentais que ça partait en terrain glissant. C'est le cas de le dire. Globalement, c'est une équipe qui est mais vraiment, vraiment, vraiment au top. En plus, avec deux coordinateurs offensifs et défensifs qui font le travail et qui ont tout fait. D'ailleurs, ils ont perdu Kellen Moore qui est parti chez Saints, qui est parti rejoindre les Saints, notre bon Flav, qui va être ravi de trouver un génie offensif. On va voir s'il réussit à s'adapter au head coaching. Mais enfin, au final, je dirais que le seul élément de tout cet ensemble magnifique, ça reste le head coach qui, en fait, a montré l'attention sur lui avec des caméras quand il chiale ou quand il fait n'importe quoi. Et au final, voilà, il est très bien entouré, il n'a pas besoin d'être talentueux. Je pense que il sait justement un peu à la Dan Campbell être un homme de proche de ses joueurs et c'est ça qui leur plaît. Voilà, tout ça matche bien. Et au final, tu as un vainqueur du Super Bowl, une très grande équipe qui est là pour durer. Et j'ai l'impression qu'ils sont encore repartis avec les actes de free agency ou ce qui va sûrement arriver à la draft pour continuer à être merveilleux. Je voulais juste une dernière chose, c'est qu'en plus, ça faudra revoir la définition un peu de ce void years. D'ailleurs, notre ami Plax et Thiergo en avaient parlé dans leur podcast en New Giant Podcast. Les void years les Eagles sont habitués de cette en fait, manipulation contractuelle, entre guillemets. Nous aussi. Sur leurs joueurs. Ouais. Et je me souviens plus exactement, parce que c'est un peu obscur et un peu compliqué à expliquer. Mais en tout cas, également là-dessus, ils sont forts et ils permettent à la franchise de pérenniser dans le temps, puisque c'est un peu ce qu'on demande pour pouvoir avoir des résultats tout au long de l'histoire de la franchise. Donc, je dis qu'une chose, bravo à cette équipe pour ce qu'elle a fait et ce qu'elle fera, ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait et ce qu'elle fera. Voilà, des félicitations d'un fan des Giants aux Eagles. Je crois qu'on peut pas mieux terminer ce podcast dans l'amour et la fraternité.
Il Non, faut non, être mais c'était objectif. bien, c'était Voilà. bien. On avait dit qu'on terminait. Euh, L'amour et la fraternité entre les Giants et les Eagles, c'est tellement beau. Les amis, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Alors, si vous avez découpé ce podcast en 3, on vous en veut pas. Hein, bien évidemment, vous avez le droit d'avoir une vie, vous aussi, ou de ne pas passer 2 heures dans les transports tous les jours. Donc voilà, on vous en veut pas. Il y en a un peu pour l'aller, un peu pour le retour. Ce sera très bien comme ça. Merci beaucoup Seb, merci Yaya, merci Bertrand d'avoir été avec moi. Je vous rappelle également qu'il y a des podcasts, et notamment un podcast de D1 qui est sorti avec Kenny Tia des Molosses d'Asnières-sur-Seine, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous, et avec Mathias aussi des Grizzlies catalans qui étaient là. Nous nous retrouvons pour la NFL la semaine prochaine, et la semaine prochaine il y aura aussi un podcast spécial Flag Football avec 2 joueurs de l'équipe de France qui seront présents avec nous. Ça, ce sera mardi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà pour le programme Foot US. Merci encore Sam, merci Yaya, merci Bertrand. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao, ciao, à bientôt. Bye. Ciao, bye.